Je m'appelle Clara et à 33 ans, mon travail de comptable judiciaire est de découvrir la vérité cachée dans les chiffres. Mais la vérité la plus horrifiante que j'ai jamais découverte n'était pas cachée dans un compte offshore. Elle était enfermée derrière un lourd cadenas en acier dans le sous-sol de mon frère. Ma belle-sœur m'a appelé depuis son séjour de ski de luxe pour me dire de nourrir son chien. Quand je suis allée chez elle, je m'attendais à trouver un caniche choyé. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon neveu de 8 ans, émacié et inconscient dans une pièce à l'odeur fétide. À côté de son corps frêle se trouvait une gamelle de chien remplie d'eau sale et un mécanisme de cadenas lourd installé à l'extérieur de la porte. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez déjà eu à affronter un membre de votre famille toxique. Le cauchemar a commencé un mardi matin glacial au début de décembre. J'étais assise à mon bureau dans le centre de Chicago, examinant un cas d'évasion fiscale quand mon téléphone s'est allumé. C'était Naomi, la femme de mon frère Brendan. Naomi était une influenceuse lifestyle afro-américaine de 34 ans dont le fil de médias sociaux soigneusement organisé projetait une richesse extrême et une parentalité parfaite. Ses vacances de luxe sponsorisées faisaient l'envie de 2 millions d'abonnés. Elle m'appelait rarement, sauf si elle avait besoin d'une faveur qu'elle considérait indigne d'elle. J'ai répondu à l'appel. Clara, tu dois aller à la maison tout de suite et nourrir Bentley, a aboyé Naomi dans le haut-parleur, sans même prendre la peine de dire bonjour. En arrière-plan, je pouvais entendre le tintement distinct des flûtes de champagne et le bavardage animé d'une station de ski huppé. Naomi, n'es-tu pas à Aspen, ai-je demandé, confuse par sa demande soudaine. Si, évidemment, a-t-elle claqué. Brendan et moi sommes au chalet pour un partenariat de marque, mais ma gouvernante inutile vient de m'envoyer un texto pour me dire qu'elle démissionne immédiatement en raison d'une urgence. Je veux que tu ailles nourrir le chien. Le code est le même. Fais-le, c'est tout. Clara. Je ne peux pas gérer ce stress en ce moment. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Il n'y avait pas de s'il vous plaît, pas de merci, juste le sentiment de droit absolu que mes parents les avaient conditionnés, elle et Brendan, à attendre. Brendan, 36 ans, était l'enfant chéri incontesté. Pendant que je contractais des prêts étudiants pour mon diplôme de comptabilité, mes parents ont secrètement hypothéqué leur maison pour financer les start-up technologiques ratées de Brendan. Il a échoué à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il décroche un poste lucratif grâce aux relations de mon père. Quand Brendan a épousé Naomi, mes parents lui vouaient un culte. Hypnotisés par son influence sur les réseaux sociaux et l'illusion de haute société qu'elle apportait dans leur vie. J'ai poussé un lourd soupir, attrapant mon manteau d'hiver et mes clés de voiture. Je me souciais de Bentley, leur innocent caniche nain. Le trajet jusqu'à leur communauté sécurisée était calme. Quand je me suis garé dans leur large allée circulaire, l'immense domaine de 2 millions de dollars ressemblait exactement à l'une des publications de Naomi. Parfait, immaculé et complètement inhospitalier. J'ai entré le code de sécurité et poussé la lourde porte en acajou. Le grand hall d'entrée était impeccable, imprégné d'une forte odeur de diffuseurs floraux coûteux et de lys frais disposés dans des vases en cristal. Les sols en marbre chauffant ont réchauffé mes bottes alors que je passais devant le grand escalier. J'ai trouvé Bentley dans la véranda chauffée à l'arrière de la maison. Le petit chien se prélassait sur un lit en velours sur mesure à côté d'un distributeur automatique rempli de croquettes de qualité supérieure et d'eau de source filtrée. Il vivait mieux que la plupart des humains. J'ai rempli sa gamelle de nourriture fraîche, je lui ai donné une petite caresse et je me suis retournée pour partir. Je voulais passer le moins de temps possible dans cette maison stérile. Mais en passant devant la lourde porte en chêne menant aux escaliers du sous-sol, je me suis arrêtée net. Il y avait une odeur. Elle était faible au début, fortement masquée par le parfum floral agressif des diffuseurs à l'étage. Mais en m'approchant de la porte du sous-sol, l'odeur est devenue vive, distincte et complètement indubitable. C'était l'odeur âcre et piquante de corps non lavés, d'ammoniac et de décomposition. Ça sentait la maladie et la négligence. Mon rythme cardiaque s'est immédiatement accéléré. L'anormalité pure de cette odeur dans ce manoir immaculé m'a envoyé un frisson glacial dans le dos. Brendan, y a-t-il quelqu'un en bas, ai-je crié, ma voix résonnant légèrement dans le vaste couloir.
Le silence dans l'immense maison semblait soudain et profondément suffocant. J'ai ouvert la porte du sous-sol et allumé la lumière. Les escaliers en bois menaient à un niveau inférieur entièrement aménagé, un espace généralement utilisé comme salle de cinéma par Brendan. J'ai descendu lentement les marches, mes instincts de comptable judiciaire hurlant que quelque chose n'allait fondamentalement pas. En arrivant en bas, l'odeur est devenue écrasante. Elle ne venait pas de la salle de cinéma. Elle émanait d'une petite buanderie nichée dans le coin le plus sombre du sous-sol. J'ai marché prudemment sur la moquette épaisse, couvrant mon nez avec la manche de mon manteau. Quand j'ai atteint la porte de la buanderie, j'ai eu le souffle coupé. La porte, qui menait habituellement au chauffe-eau et au système de climatisation, avait été lourdement modifiée. Un mécanisme de cadenas industriel robuste était boulonné directement à l'extérieur de la porte. L'épais cadenas en acier était solidement enclenché, scellant quiconque se trouvait à l'intérieur. Pourquoi quelqu'un verrouillerait-il une buanderie de l'extérieur avec un cadenas industriel? Les implications étaient trop terrifiantes pour être envisagées. Bonjour. J'ai frappé très fort sur la porte en bois massif. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Pendant une longue et angoissante seconde, il y eut un silence absolu. Puis je l'ai entendu. Un son si faible, si terriblement ténu, qu'il était à peine perceptible par-dessus le faible bourdonnement du fourneau voisin. C'était une respiration sifflante, superficielle et rauque. Une faible et désespérée respiration humaine. Mon sang s'est glacé. Une panique terrifiante a saisi toute ma poitrine. Léo, ai-je crié, secouant la lourde poignée en métal à deux mains. Léo, es-tu là-dedans? La porte n'a pas bougé d'un pouce. Le cadenas industriel tenait fermement contre le cadre renforcé. Accroche-toi, mon chéri. Tante Clara est là. Je vais te faire sortir. Mon esprit est revenu à un selfie brillant et taché de larmes que Naomi avait posté il y a à peine 3 jours. La légende était gravée dans ma mémoire. Dire au revoir est si difficile. J'envoie mon petit homme courageux dans une retraite en pleine nature spécialisée pour les enfants. Maman va tellement te manquer, Léo. Mes parents avaient immédiatement commenté, louant son incroyable force. Si mon neveu de 8 ans était censé être dans un camp spécialisé dans les montagnes, qui prenait des respirations superficielles et rauques derrière une porte cadenassée dans le sous-sol de mon frère? J'ai fait volte-face et j'ai remonté les escaliers en bois en courant vers la cuisine. Mes yeux ont cherché frénétiquement dans l'espace de cuisson immaculé jusqu'à ce que je repère un lourd extincteur rouge monté près du garde-manger. Je l'ai arraché du mur, ignorant la vive éraflure du support métallique contre ma paume, et j'ai redescendu les escaliers en courant. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai soulevé le lourd cylindre métallique et je l'ai balancé contre le cadenas de toutes mes forces. Le bruit était assourdissant, résonnant contre les murs du sous-sol comme un coup de feu. Je l'ai frappé encore et encore, criant un mélange de terreur pure et de rage bouillonnante. Le bois bon marché du cadre de la porte entourant le lourd support métallique a finalement éclaté et s'est fissuré sous les coups répétés. D'un dernier coup de pied désespéré, le support s'est complètement arraché du bois. La porte s'est ouverte vers l'extérieur. La puanteur m'a frappé comme un coup physique, un mélange horrible d'urine rance et de maladie qui m'a fait pleurer les yeux et m'a soulevé l'estomac. J'ai laissé tomber l'extincteur et je suis tombé à genoux dans l'embrasure de la porte. Oh mon Dieu, Léo! Il était allongé sur un matelas nu et taché, poussé dans le coin arrière de la buanderie sans fenêtre. L'espace était complètement sombre, à l'exception de la lumière du couloir qui entrait par derrière moi. Mon neveu était recroquevillé en position fétale serrée, ne portant rien d'autre qu'un t-shirt souillé et surdimensionné et un pantalon de survêtement fin. Ses yeux habituellement vifs étaient révulsés, sa respiration dangereusement superficielle et erratique. Mais c'est son état physique qui m'a fait retenir un sanglot. Il était complètement émacié. Ses pommettes saillantes ressortaient vivement contre sa peau pâle, et ses petits bras semblaient assez fragiles pour se briser. À côté du matelas se trouvait un seau en plastique bon marché, clairement utilisé comme toilette de fortune. Et à côté de ce seau, j'ai senti une vague de rage pure et sans mélange m'envahir. À côté de ce seau se trouvait une gamelle de chien. Elle était remplie d'eau trouble et sale et de quelques crackers éparpillés. Ce n'était pas une punition. C'était de la torture.
C'était littéralement une cage pour un enfant humain. Léo, mon chéri, tu m'entends, ai-je chuchoté, mes mains tremblant alors que je tendais la main pour toucher son visage. Sa peau était comme de la glace, son corps complètement insensible à mon contact. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tachés de sang et tremblants. Je n'avais même pas réalisé que la porte cassée m'avait coupé les mains. J'ai composé le 911. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une ambulance immédiatement, ai-je dit à l'opérateur. Ma voix a abandonné la panique et a pris le ton froid et clinique que j'utilisais lors des dépositions de fraude à haut risque. La panique ne sauverait pas mon neveu, mais une action rapide le ferait. J'ai un garçon de 8 ans, inconscient, malnutrition sévère, enfermé dans une buanderie au sous-sol. Les parents sont hors de l'état. En attendant les sirènes, j'ai enlevé mon manteau d'hiver et je l'ai enroulé fermement autour de Léo, serrant son corps fragile et gelé contre ma poitrine. Sa respiration s'est étranglée, un son terrifiant et rauque qui secouait sa petite silhouette. Tandis que je le tenais sur ce matelas sale, les pièces des 2 dernières années ont commencé à s'emboîter avec une clarté horrifiante. Léo souffrait de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune sévère déclenchée par le gluten. Même une miette de blé pouvait causer de graves dommages intestinaux. Pourtant, les crackers éparpillés autour de la gamelle étaient des crackers de blé ordinaires. Naomi ne se contentait pas de l'affamer. Elle lui donnait la seule chose qui détruirait violemment ses organes internes. Mais depuis 2 ans, Naomi affirmait publiquement que Léo avait des problèmes de comportement complexes et un trouble oppositionnel avec provocation sévère. Elle a agressivement monétisé ses prétendus problèmes de santé mentale. Elle a publié d'innombrables vidéos sur l'épuisement total d'élever un enfant difficile, gagnant des milliers d'abonnés compatissants et des parrainages très lucratifs. Mes parents avaient complètement cru à son récit. Ils louaient constamment la résilience de Naomi et me disaient que je devais être plus solidaire de la vie familiale difficile de mon frère. Le son strident des sirènes a percé le silence de la rue de banlieue, me ramenant au présent. Les ambulanciers ont dévalé les escaliers du sous-sol quelques instants plus tard. Leur sang-froid professionnel s'est fissuré une fraction de seconde en voyant la gamelle, le seau et le cadenas cassé qui pendaient du cadre de la porte. Il est sévèrement déshydraté et en hypothermie, a dit un ambulancier d'un ton urgent en plaçant un masque à oxygène sur le petit visage de Léo. Nous devons le déplacer tout de suite. Êtes-vous la mère? Je suis sa tante, ai-je dit, les suivant de près dans les escaliers alors qu'il le transportait sur une civière. Ses parents sont à Aspen en voyage de ski. Ils ont dit à tout le monde qu'il était dans un camp en pleine nature. L'ambulancier m'a lancé un regard sombre et sinistre. Nous informons immédiatement les services de protection de l'enfance et la police. Vous devez nous suivre à l'hôpital Chicago Memorial. Alors que l'ambulance s'éloignait avec ses gyrophares, je suis restée seule dans le grand hall parfaitement décoré de la maison de mon frère. J'ai regardé mes mains ensanglantées, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Naomi. Elle a répondu à la 4e sonnerie. As-tu nourri le chien ou pas, Clara, a-t-elle demandé. Le son d'un feu crépitant et des rires résonnaient en arrière-plan de son appel. Je l'ai trouvé, Naomi, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai cassé le cadenas. Les rires en arrière-plan ont cessé instantanément. Le silence au bout du fil était absolu, s'étirant pendant 3 secondes angoissantes avant que la voix de Naomi ne revienne. Elle était complètement dépouillée de sa douceur habituelle et soignée. Elle était froide, vive et frénétique. Tu as fait quoi? Clara, es-tu folle? Il est au coin. Il est puni pour avoir volé de la nourriture dans le garde-manger. Tu n'as aucun droit de casser ma propriété. Il est inconscient, Naomi. Il est émacié et gelé. Les ambulanciers viennent de l'emmener et la police est en route pour ta maison en ce moment. Tu as appelé les flics, a hurlé Naomi, la panique perçant enfin sa façade arrogante. J'ai entendu la voix de Brendan en arrière-plan demander ce qui se passait. Clara, espèce de sorcière psychotique et jalouse. Tu gâches notre voyage. Dis à la police que c'était un malentendu tout de suite. Dis-leur qu'il s'est enfermé lui-même. Tu as mis une gamelle de chien par terre pour ton propre fils, ai-je dit, la rage glaciale se cristallisant dans ma poitrine. Tu vas aller en prison, Naomi. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient violemment.
Le silence du manoir s'est abattu sur moi, un contraste frappant avec le chaos qui venait de se dérouler. Je suis sorti par la lourde porte d'entrée, la verrouillant derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai agrippé le volant et j'ai pris une profonde inspiration. L'air glacial de décembre qui s'infiltrait par les fenêtres correspondait à la terreur froide qui s'installait dans mon estomac. J'ai mis la voiture en marche et j'ai filé vers l'hôpital Chicago Memorial. Le trajet était un flou de feux de circulation clignotant. Alors que l'adrénaline commençait à se dissiper, une vague écrasante de révulsion a pris sa place. À un feu rouge, j'ai attrapé mon téléphone. J'avais besoin de revoir le mensonge. J'ai ouvert l'application et navigué jusqu'à la page de Naomi. Son visage impeccable a rempli l'écran. J'ai fait défiler les publications sponsorisées pour des soins de la peau de luxe jusqu'à ce que je trouve la publication d'il y a 3 jours. Naomi se tenait à la porte d'embarquement de l'aéroport, portant des lunettes de soleil de créateur relevées dans ses cheveux coiffés. Elle tenait une tasse de café artisanal, regardant mélancoliquement au loin. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Dire au revoir est si difficile. J'envoie mon petit homme courageux dans une retraite en pleine nature spécialisée pour les enfants. Maman va tellement te manquer, Léo. La section des commentaires était une mer de validation de ses 2 millions d'abonnés. Tu es une mère si forte, a écrit un utilisateur. J'ai vu un commentaire de ma mère, Catherine. Nous sommes si fiers de toi, Naomi. Prendre soin d'un enfant aux besoins complexes est éprouvant. Profite de ton repos à Aspen avec Brendan. Mes doigts se sont resserrés sur le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Pendant qu'il skiait sur la poudreuse fraîche, mon neveu de 8 ans était enfermé dans un placard de service noir avec un seau en plastique. Pendant que Naomi recueillait la sympathie et des contrats de marque lucratifs pour ses prétendues difficultés, Léo dépérissait sur un matelas sale, buvant de l'eau sale dans une gamelle de chien. Les crackers. Mon esprit est revenu aux crackers de blé éparpillés sur le sol. Léo avait la maladie cœliaque. Ces crackers étaient un poison pour son système digestif, garanti de causer des dommages internes. C'était de la torture calculée et méthodique. Le feu est passé au vert et j'ai écrasé l'accélérateur. Je suis arrivé à l'hôpital et j'ai abandonné ma voiture. Les portes coulissantes en verre se sont ouvertes et le souffle d'air stérile m'a frappé. L'aile des urgences pédiatriques était une frénésie de personnel médical se déplaçant avec une détermination urgente. Je me suis précipité à la réception. Je cherche Léo, ai-je dit à la réceptionniste, la voix tendue. Il vient d'être amené en ambulance. Je suis sa tante. La réceptionniste a levé les yeux, son expression réservée. Je suis désolée, mais comme il est mineur, nous ne pouvons communiquer des informations qu'aux parents biologiques ou à un tuteur légal. Ce sont ses parents qui lui ont fait ça, ai-je dit, me penchant plus près de la vitre. Vous devez me dire s'il est en vie. Avant que la réceptionniste ne puisse répondre, un homme grand en costume sombre s'est approché du bureau. Êtes-vous Clara, a-t-il demandé, montrant un badge en argent. Je suis l'inspecteur Harrison, de la division des crimes familiaux. Les ambulanciers m'ont fait un bref résumé, mais j'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous avons besoin d'une déclaration complète. Je l'ai suivi dans un couloir jusqu'à une petite salle de consultation. Les murs blancs et nus semblaient très suffocants, mais je me suis forcé à me concentrer. Pendant l'heure suivante, j'ai tout détaillé. J'ai expliqué l'appel de Naomi, le caniche choyé dans la véranda et le cadenas industriel boulonné à l'extérieur de la porte de la buanderie. J'ai décrit l'extincteur, le bois brisé, le matelas sale, le seau et la gamelle. J'ai veillé à souligner les crackers de blé et le diagnostic sévère de maladie cœliaque de Léo. L'inspecteur Harrison a pris des notes méticuleuses, sa mâchoire se crispant légèrement lorsque j'ai décrit la gamelle. Vous êtes certaine que le cadenas était fixé de l'extérieur, a-t-il demandé, son stylo planant sur son bloc-notes. Absolument certaine, ai-je répondu, ma voix stable. C'était un mécanisme de cadenas robuste. Un enfant n'aurait pas pu le verrouiller de l'intérieur. Et Naomi l'a pratiquement admis au téléphone. Elle a prétendu qu'il était au coin pour avoir volé de la nourriture dans le garde-manger. Harrison a fermé son bloc-notes. Nous avons des unités qui sécurisent la maison en ce moment.
Les enquêteurs de la scène de crime examinent le sous-sol. Si ce que vous dites correspond aux preuves matérielles, ils auront beaucoup de comptes à rendre. Je les remerciai et je suis retourné dans la salle d'attente animée des urgences. L'adrénaline avait complètement disparu, laissant place à l'épuisement. Je me suis affalé sur une chaise en vinyle rigide, regardant fixement une télévision en sourdine. La réalité de la situation m'a submergé. Mon frère, l'enfant chéri que mes parents avaient toujours protégé, avait permis à sa femme d'enfermer son propre fils dans une cage. Il s'était envolé pour une station de ski de luxe pendant que son enfant mourait dans le noir. Comment Brendan avait-il pu faire ça? Nous avions grandi dans la même maison. Oui, il était gâté et arrogant, mais c'était un niveau de dépravation que je ne pouvais pas comprendre. Il avait choisi les mensonges soignés de Naomi sur les réseaux sociaux plutôt que la vie de sa propre chair et de son propre sang. Soudain, mon téléphone a vibré fortement dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai vu des appels manqués de mes parents. Avant que je puisse les rappeler, les portes automatiques des urgences se sont ouvertes. J'ai levé les yeux et j'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Mes parents, Catherine et Howard, sont entrés dans la salle d'attente. Ils n'avaient pas l'air de grands-parents terrifiés se précipitant au chevet d'un enfant mourant. Ils ressemblaient exactement à des dirigeants furieux entrant dans une salle de conseil pour gérer une crise de relations publiques catastrophique. Ma mère serrait son sac à main de créateur, son visage pâle de rage absolue tandis que mon père balayait la pièce d'un regard durci. Ils n'étaient pas venus voir comment allait Léo. Ils étaient venus protéger Brendan. Ma mère, drapée dans une étole en cachemire immaculé, s'est dirigée droit vers moi. Son visage était pâle d'une fureur glaciale et contrôlée que je ne connaissais que trop bien. Elle n'a pas demandé où était son petit-fils. Elle n'a pas demandé s'il était en vie. Au lieu de cela, elle m'a attrapé le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans ma peau et m'a tiré loin du poste des infirmières vers un coin isolé de la salle d'attente. « Clara, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé, sa voix un murmure dur conçu pour ne pas attirer l'attention du personnel de l'hôpital. J'ai arraché mon bras de sa prise. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» ai-je demandé, ma voix s'élevant. J'ai trouvé Léo enfermé dans un placard. Il gelait et mourait. Maman, mon père s'est avancé, pointant un doigt accusateur directement sur ma poitrine. Il a utilisé sa lourde voix autoritaire de dirigeant, celle qu'il utilisait toujours pour intimider ses subordonnés et ses enfants. Naomi vient de nous appeler d'Aspen. Elle était complètement hystérique, a-t-il déclaré. Elle a dit que Léo avait un épisode comportemental grave et que tu es entré par effraction chez eux et que tu as complètement exagéré la situation. As-tu la moindre idée de l'ampleur du désastre que tu as causé? Je suis resté figé une fraction de seconde. Un désastre. Un garçon de 8 ans mourant n'était pas le désastre à leurs yeux. Mon appel téléphonique l'était. La police est chez Brendan, a continué mon père, son visage devenant rouge. Le président de l'association du quartier vient de m'appeler. Il y a des voitures de police garées sur la pelouse d'une communauté sécurisée. Tu es en train de détruire activement la réputation de ton frère pour une simple mesure disciplinaire. Une mesure disciplinaire, ai-je ri, un son dur et complètement sans humour qui a résonné contre les murs stériles. Papa, ils l'ont laissé avec un seau en plastique et une gamelle d'eau sale pendant qu'il s'envolait pour une station de ski de luxe. Ils t'ont menti. Ils t'ont dit qu'il était dans un camp en pleine nature. Naomi était dépassée, a claqué ma mère instantanément, défendant la belle-fille qu'elle vénérait. Le garçon est incroyablement difficile. Clara, tu n'as pas d'enfant, donc tu ne comprends tout simplement pas l'immense pression qu'ils subissent. Ils avaient besoin d'une pause pour sauver leur mariage? Et tu essaies de transformer ça en enquête criminelle juste parce que tu as toujours été profondément jalouse du succès de Brendan. L'accusation m'a frappée comme un coup physique. Jalouse. J'ai regardé les deux personnes qui m'avaient élevée. Les souvenirs ont inondé mon esprit avec une clarté aveuglante. Je me suis souvenu d'avoir 22 ans, assise dans notre cuisine pendant que mes parents exigeaient que j'encaisse mes bons d'épargne universitaire durement gagnés. Ils avaient besoin de l'argent pour rembourser discrètement l'énorme dette de carte de crédit de Brendan après l'effondrement de sa première start-up. La famille protège la famille, m'avait dit mon père à l'époque,
présentant ma ruine financière comme un noble sacrifice pour l'enfant chéri. J'avais passé les 5 années suivantes à manger des nouilles instantanées et à faire des doubles services pour finir mon diplôme de comptabilité pendant que Brendan conduisait une voiture de luxe en leasing payée par mes parents. Il n'avait pas changé d'un iota. Il protégerait Brendan et sa parfaite femme influenceuse, même si cela signifiait marcher sur le corps affamé de leur propre petit-fils. Il a 8 ans, maman. Il pèse 18 kilos, ai-je dit, ma voix tombant dans un calme terrifiant et mortel. Si vous essayez de les protéger, je m'assurerai que la police sache exactement où vous vous situez. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde réel, Clara, a aboyé mon père, entrant directement dans mon espace personnel pour m'intimider physiquement. La richesse et la réputation sont des choses fragiles. Naomi était juste à bout de force. Nous allons engager les meilleurs avocats de la défense de Chicago et nous allons régler ce gâchis que tu as créé. L'entreprise de Brendan le licenciera si cela devient public. Les contrats de marque de Naomi seront immédiatement annulés, a renchéri ma mère. As-tu la moindre idée de la ruine financière que tu as déchaînée sur ton frère? J'ai sauvé la vie de son fils, ai-je rétorqué, refusant de rompre le contact visuel ou de reculer d'un pouce. Mais il est vraiment fascinant que votre toute première préoccupation soit les parrainages Instagram de Naomi et l'image d'entreprise de Brendan. Tu vas régler ça, a commandé mon père, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Tu vas reparler à cet inspecteur. Tu vas te rétracter. Tu diras que tu as exagéré la situation par panique. Tu diras que la porte était simplement coincée, pas verrouillée, et que tu as mal compris l'installation. Il s'attendait à ce que je cède. Il s'attendait à ce que la fille obéissante et pragmatique, qui absorbait toujours les dommages collatéraux des erreurs de Brendan, baisse simplement la tête et nettoie le désordre. Il pensait que je participerais à la dissimulation pour maintenir la façade immaculée du nom de famille. J'ai regardé mon père, l'homme qui avait toujours exigé la perfection absolue. J'ai pris des photos du cadenas, papa, ai-je dit lentement, laissant chaque mot s'imprégner. J'ai pris des photos du lourd mécanisme en acier boulonné à l'extérieur de la porte. J'ai pris des photos du matelas sale. J'ai pris des photos de la gamelle remplie d'eau trouble. Et j'ai déjà remis chaque preuve à l'inspecteur Harrison. Il n'y a absolument aucune possibilité de rétracter la vérité. Ma mère a littéralement halté, faisant un pas en arrière chancelant comme si je l'avais physiquement frappé au visage. Son sac à main de créateur a glissé de son épaule. Tu as donné des photos à la police, a-t-elle chuchoté, une véritable horreur se glissant dans ses yeux. Je leur ai tout donné, ai-je confirmé, sentant un profond sentiment de libération balayer des décennies de conditionnement familial toxique. Et je leur ai dit exactement ce que Naomi m'a dit au téléphone. Je leur ai dit qu'elle était en colère contre moi pour avoir gâché ses vacances. Espèce de petite sorcière vengeresse, a sifflé ma mère, son élégance soigneusement cultivée se brisant complètement en pure méchanceté. Tu fais ça pour nous punir. Tu essaies de détruire cette famille. Je protège un enfant qui ne peut pas se protéger lui-même, ai-je répondu, ma voix stable et complètement dépourvue de toute affection familiale. Vous deux avez passé toute votre vie à encourager les pires comportements de Brendan. Vous avez couvert ses désastres financiers. Vous l'avez sorti des ennuis à coups d'argent. Et vous avez célébré sa femme narcissique. Mais c'est ici que ça s'arrête. C'est ici que l'équipe de nettoyage démissionne. Le visage de mon père s'est tordu d'un mélange de panique et de rage. Nous témoignerons que tu as des antécédents d'instabilité. Clara. Nous dirons à la police que tu as une vendetta personnelle contre Naomi. Personne ne croira une comptable célibataire et sans enfant face à un dirigeant respecté et une personnalité publique éminente. Nous t'enterrerons au tribunal s'il le faut. La menace était explicite et brutale. Ils étaient tout à fait prêts à détruire ma vie, ma carrière et ma liberté juste pour garder leur enfant chéri hors de la prison fédérale. Ils étaient prêts à me sacrifier sans une seconde de réflexion. Vous pouvez certainement essayer, ai-je dit, croisant les bras sur ma poitrine et les fixant. Mais je ne suis plus l'étudiante naïve que vous avez intimidée pour rembourser les dettes de Brendan. Je sais exactement comment me battre, et je sais exactement comment traquer un mensonge.
Avant que mon père ne puisse lancer une autre menace vicieuse, les lourdes portes doubles de l'unité de traumatologie se sont ouvertes, interrompant l'affrontement. Le docteur Mitchell, un spécialiste sévère en soins intensifs pédiatriques aux yeux fatigués et en blouse blanche impeccable, est entré dans la salle d'attente. Il a balayé la pièce du regard, son regard contournant mes parents parfaitement coiffés pour se concentrer directement sur moi. Il a probablement reconnu le sang séché et les éclats de bois encore accrochés à mon manteau d'hiver après avoir défoncé cette porte de sous-sol. « Famille de Léo Blackwell » a-t-il demandé, sa voix tendue d'une colère professionnelle contenue. Mon père s'est immédiatement avancé, endossant sans heurts son personnage de dirigeant autoritaire. Il a ajusté sa cravate coûteuse, tentant de prendre le contrôle du récit avant que je ne puisse dire un seul mot. Je suis son grand-père, Howard. Voici ma femme, Catherine. Nous nous excusons profondément pour l'entrée dramatique et chaotique de notre fille, docteur. Elle a tendance à surréagir. Notre petit-fils souffre de graves problèmes psychologiques, y compris un trouble alimentaire complexe et des tendances extrêmes à l'automutilation. Ses parents ont malheureusement été contraints de sécuriser sa chambre pour sa propre sécurité avant de devoir quitter l'État pour une urgence professionnelle. J'ai regardé mon père livrer ce mensonge répété avec une facilité terrifiante. Il avait l'air raisonnable, concerné et entièrement convaincant. Il déployait les mêmes tactiques manipulatrices qu'il utilisait dans les salles de conseil pour écraser ses rivaux d'entreprise. Le docteur Mitchell a fixé mon père pendant un long moment intensément inconfortable. L'expression du médecin ne s'est pas radoucie. Au lieu de cela, l'air dans le couloir stérile semblait se figer entièrement. Une urgence professionnelle, docteur Mitchell, a répété platement le docteur Mitchell, son ton complètement dépourvu de tout respect pour l'étalage de richesse de mon père. Monsieur Howard, votre petit-fils ne souffre pas d'un simple repas sauté ou d'un épisode comportemental mineur. Il souffre de malnutrition aiguë prolongée, de déshydratation sévère et d'hypothermie critique. Sa température corporelle centrale était de 34,4 degrés Celsius lorsque les ambulanciers l'ont amené par ses portes. Ses organes commençaient activement à s'arrêter. Ma mère a laissé échapper un grand halètement théâtral, serrant fermement son étole en cachemire contre sa poitrine. Oh, mon pauvre petit garçon. Naomi nous a dit qu'il refusait de manger ses repas, mais nous ne savions pas qu'il se faisait ça à lui-même. C'est un enfant très difficile. Docteur. Il cache de la nourriture et refuse de boire de l'eau quand il fait ses crises de colère. Naomi est une mère merveilleuse et dévouée. Elle a des millions d'abonnés qui admirent ses conseils parentaux. Elle a tout essayé pour l'aider. Le docteur Mitchell n'a même pas scié à la mention de la célébrité de Naomi sur les réseaux sociaux. Il a sorti une tablette numérique de la poche de sa blouse, ses yeux se plissant en fente dangereuse. De plus, a poursuivi le docteur Mitchell, ignorant complètement la performance de ma mère. Ces analyses de sang complètes viennent de revenir de notre laboratoire de toxicologie. Nous avons trouvé des niveaux dangereusement élevés de sédatifs sur ordonnance dans son système. Des benzodiazépines. Le type exact de médicaments lourds prescrits pour l'anxiété et les troubles paniques sévères. Chez l'adulte. Certainement pas quelque chose que l'on prescrit à un enfant de 8 ans pesant 18 kilos. Les mots ont frappé l'air comme un coup physique. Des sédatifs. Naomi n'avait pas seulement enfermé mon neveu dans un sous-sol noir et glacial. Elle l'avait délibérément et lourdement drogué pour qu'il ne pleure pas ou ne crie pas à l'aide pendant qu'elle était à des milliers de kilomètres de là, sirotant du champagne coûteux à Aspen. Elle avait sédaté un garçon de 8 ans pour assurer son silence absolu. Ce doit être une énorme erreur, a balbutié ma mère, son sang-froid impeccable se fissurant enfin sous le poids des preuves médicales solides. Naomi ne ferait jamais une chose pareille. Le garçon a dû se servir lui-même dans son armoire à pharmacie privée. Je vous ai dit qu'il est profondément perturbé et erratique, docteur. Il vole des choses. Il a probablement ingéré ces pilules pour punir ses parents. Je me suis interposée entre mes parents et le médecin, me positionnant comme une barrière physique contre leur gaslighting incessant. Il était enfermé dans un placard de l'extérieur, Catherine, ai-je interrompu, ma voix résonnant vivement dans le couloir de l'hôpital. J'ai refusé de l'appeler maman à ce moment-là.
Il ne s'est pas drogué jusqu'à la stupeur pour ensuite enclencher comme par magie un cadenas industriel robuste de l'autre côté d'une porte en chêne massif. Le docteur Mitchell a tourné son regard intense vers moi. Vous êtes la tante qui l'a trouvé, la personne qui a appelé les services d'urgence depuis la résidence. Oui, ai-je répondu, la tête haute. C'est moi qui ai cassé le cadenas du cadre de la porte. C'est moi qui l'ai trouvé allongé sur un matelas sale. Et c'est moi qui ai vu la gamelle remplie d'eau sale placée à côté d'un seau en plastique servant de toilette. Le docteur Mitchell a acquiescé d'un air sombre, validant mon témoignage. Nous travaillons d'arrache-pied pour le stabiliser dans la salle de traumatologie en ce moment. Nous lui avons administré des fluides intraveineux en continu et des antibiotiques à large spectre pour traiter une grave infection qui se développe dans ses poumons. Mais il y a une complication majeure à cause de sa maladie cœliaque documentée. Sa muqueuse intestinale est déjà gravement compromise. Privé de nourriture sur un enfant atteint de cette maladie auto-immune spécifique tout en l'exposant simultanément à des crackers de blé accélère rapidement l'insuffisance organique totale. La combinaison de l'exposition au gluten, de la famine et des sédatifs lourds a créé un cocktail mortel. Si vous l'aviez trouvé 12 heures plus tard, Clara, nous aurions une conversation très différente, beaucoup plus tragique. Mes jambes se sont soudainement affaiblies, mais le feu ardent de la rage absolue dans ma poitrine m'a permis de rester debout. Mes parents sont restés complètement silencieux, totalement incapables de détourner immédiatement la réalité horrible de l'insuffisance organique et des sédatifs pour adultes. Leur tactique de relations publiques habituelle était inutile contre la science médicale solide et les protocoles de soins intensifs. Le docteur Mitchell a regardé sa tablette une dernière fois avant de porter le coup de grâce au récit fragile de mes parents. J'ai officiellement informé les services de protection de l'enfance. Un travailleur social principal est déjà en route vers l'hôpital. Étant donné que les parents biologiques sont hors de l'état et que les circonstances des blessures indiquent un abus criminel grave, l'administration de l'hôpital a placé Léo sous une garde médicale d'urgence. Personne n'est autorisé à entrer dans sa chambre. Cela vous inclut, Clara, jusqu'à ce que le CPS vous autorise officiellement. Mais cela inclut absolument les grands-parents. Ils pensaient que leurs menaces me feraient taire. Ils pensaient que je me réfugierais dans mon travail de comptable tranquille et que je les laisserais balayer un enfant mourant sous le tapis. Tu le ramènes à la maison, ai-je dit, maintenant un contact visuel sensillé avec mon père. Tu le ramènes chez toi. Mais comprends bien ceci, Howard, le bouclier protecteur que tu penses avoir construit autour de Brendan et Naomi est en verre, et je sais exactement où se trouvent les fissures. Je leur ai tourné le dos et je me suis dirigé vers la sortie de l'hôpital. Les portes automatiques se sont ouvertes, me frappant d'un souffle d'air hivernal glacial de Chicago. La police était lente. Le système de protection de l'enfance était défaillant et facilement manipulable par des avocats coûteux et de faux dossiers médicaux. Si je comptais sur les autorités standards, Naomi leur glisserait inévitablement entre les doigts. Elle posterait une autre vidéo en pleurant, mettrait le sous-sol sur le compte d'un tragique malentendu et s'en tirerait indemne. J'avais besoin d'une arme que le système ne pourrait pas ignorer. J'avais besoin de contourner leur manipulation émotionnelle et de frapper directement la seule chose que ma famille appréciait par-dessus tout, leur richesse, leur réputation financière immaculée. Naomi pensait avoir gagné parce qu'elle avait convaincu une travailleuse sociale fatiguée qu'elle était une mère stressée. Mais elle avait oublié un détail crucial. Elle avait oublié qui avait construit l'architecture numérique contenant son argent sale. Elle avait oublié que je suis une comptable judiciaire. Je ne discute pas avec de fausses larmes. Je discute avec des relevés bancaires. Je discute avec des fraudes par virement. Je discute avec de l'évasion fiscale. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture. La tristesse et la panique qui m'avaient saisi dans le sous-sol avaient disparu, remplacées par une fureur froide et calculatrice. Ma famille voulait utiliser son pouvoir financier pour m'écraser et faire taire Léo. J'allais suivre l'argent sale. Je suis retourné à mon appartement, mon esprit tournant à toute vitesse. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, mon téléphone a commencé à vibrer intensément sur le comptoir de la cuisine. C'était un flot torrentiel de ping et d'alertes se superposant en un bourdonnement continu. J'ai déverrouillé l'écran.
Des centaines de messages de numéros inconnus, d'alertes de réseaux sociaux et d'appels manqués de connaissances occasionnelles remplissaient mon écran. Naomi venait de poster une nouvelle vidéo très montée. Elle comptait déjà 1/2 million de vues. J'ai cliqué sur play. Naomi était assise dans la chambre d'enfant luxueuse et parfaitement éclairée de son manoir, une pièce que je savais que Léo n'utilisait jamais. Elle portait un pull beige, ses cheveux attachés en arrière délibérément pour transmettre l'épuisement maternel. Elle regardait directement la caméra, une seule larme impeccable coulant sur sa joue. « Mes magnifiques abonnés », a-t-elle commencé, sa voix tremblant d'une vulnérabilité maladive et répétée. Je n'ai jamais voulu amener des affaires familiales privées sur Internet, mais je dois protéger mon fils. Beaucoup d'entre vous ont vu les reportages sur l'activité policière à notre domicile hier. Notre famille a subi une violation terrifiante de notre vie privée. La sœur de mon mari, Clara, souffre d'une instabilité mentale grave et d'une jalousie profonde depuis des années. Elle a toujours ressenti un ressentiment féroce envers notre mariage, ma plateforme publique et la belle vie que Brendan et moi avons construite ensemble. Naomi a fait une pause, prenant une respiration tremblante, posant une main sur sa poitrine. Pendant que Brendan et moi étions hors de l'état pour visiter un établissement médical hautement spécialisé afin d'obtenir pour Léo l'aide psychiatrique intensive dont il a désespérément besoin. Clara est entrée illégalement dans notre maison. Elle a détruit nos biens et mis en scène une scène horrible dans notre buanderie pour faire croire que notre adorable garçon était négligé. Elle a terrorisé un enfant gravement autiste juste pour nous piéger par pure vengeance. S'il vous plaît, priez pour nous. Nous nous battons pour protéger notre famille de son obsession toxique. J'ai regardé l'écran, mon sang se transformant en azote liquide. L'audace de ces mensonges était stupéfiante. Elle utilisait sa plateforme massive pour réécrire la réalité. J'ai fait défiler la section des commentaires. C'était un véritable bain de sang. Les fidèles abonnés de Naomi agissaient comme une armée numérique enragée mobilisée par ces fausses larmes. Ils taguaient le département de police de Chicago, exigeant furieusement mon arrestation. Ils organisaient une campagne de harcèlement ciblé. En quelques minutes, ils m'avaient complètement doxé. Ils ont partagé mon nom complet, mon adresse personnelle, mon numéro de téléphone et le nom exact du cabinet financier où je travaillais comme comptable judiciaire principal. J'ai regardé en temps réel les fausses critiques d'une étoile inonder la page professionnelle de mon cabinet. Les critiques m'accusaient d'être une abuseuse d'enfants, une psychopathe dérangée et une vieille fille jalouse qui détestait les mères. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu contenant une menace de mort explicite. Ma boîte de réception de courriel a sonné. C'était un message hautement prioritaire de mon associé directeur demandant une réunion urgente et obligatoire lundi matin concernant une crise de relations publiques soudaine et massive impliquant mon nom. Les serveurs du cabinet recevaient des milliers de courriels haineux exigeant mon licenciement immédiat. Naomi n'essayait pas seulement de gagner un argument. Elle exécutait une stratégie calculée et impitoyable pour détruire mes moyens de subsistance, ma crédibilité professionnelle et ma capacité à jamais témoigner contre elle. Si elle ruinait ma réputation impeccable de comptable judiciaire, toute preuve financière que je présenterais serait facilement rejetée par ses avocats comme les documents fabriqués et vengeurs d'une parente mécontente et déséquilibrée. Elle utilisait sa renommée pour s'assurer que ma voix serait définitivement réduite au silence avant même que je puisse présenter mon cas. Une personne normale se serait effondrée sous le poids écrasant de 2 millions de personnes souhaitant activement sa destruction. Mais je ne me suis pas effondrée. J'ai versé un verre d'eau froide, je l'ai bu lentement et je suis allée directement dans mon bureau à domicile. J'ai allumé mon ordinateur de bureau sur mesure. Les 3 grands moniteurs se sont allumés, projetant une lueur bleue dure dans la pièce sombre. Si Naomi voulait jouer à un jeu public de destruction de réputation, elle avait gravement sous-estimé l'adversaire qu'elle avait choisi d'affronter. Elle pensait que son empreinte numérique était une arme. Je savais que son empreinte numérique était une responsabilité. Avant de plonger dans les réseaux financiers, j'ai ouvert le système public des registres judiciaires pour vérifier l'état de l'enquête criminelle. Ce que j'ai vu a confirmé mes pires craintes concernant le système judiciaire.
L'équipe juridique très puissante de Brendan et Naomi, financée par les poches profondes de mes parents, avait déjà déposé une énorme injonction d'urgence contre les services de protection de l'enfance et l'administration de l'hôpital. Ils avaient demandé une ordonnance de non-publication immédiate et radicale sur tout le personnel médical impliqué dans l'admission de Léo, empêchant le docteur Mitchell de parler à qui que ce soit. De plus, ils avaient réussi à faire transférer le cas de garde temporaire de Léo à un juge privé connu pour favoriser lourdement les familles riches et éminentes. Le système juridique ne se contentait pas de bouger lentement. Il était activement acheté, manipulé et bloqué. L'enquête de la police sur le cadenas et la gamelle était déjà enterrée sous des montagnes de requêtes juridiques coûteuses, d'évaluations psychiatriques falsifiées et de procès en diffamation visant directement ma personne. Je me suis penché en arrière dans ma chaise ergonomique, regardant les écrans lumineux. Si j'attendais que la police trie les faux dossiers médicaux, les avocats de la défense coûteux et les juges privés corrompus, Léo serait piégé dans cette maison pour toujours. Il serait sédaté jusqu'au silence jusqu'à ce que ses organes finissent par lâcher et Naomi posterait une vidéo commémorative tragique et lourdement sponsorisée sur la perte de son enfant handicapé. La voie de la justice standard était complètement scellée. Mais je n'avais pas besoin de la voie standard. J'ai fait craquer mes doigts, le son sec étant fort dans l'appartement silencieux. Naomi avait bâti tout son empire sur l'illusion d'une richesse illimitée et d'une grâce parfaite. Elle utilisait cet argent pour protéger sa cruauté. Il était temps de montrer au monde exactement comment elle finançait cette illusion. Il était temps de suivre l'argent sale. Le système judiciaire était une machine conçue pour laisser les riches s'en tirer. J'ai regardé le registre judiciaire numérique se rafraîchir sur mon moniteur, confirmant mes pires soupçons. Brendan et Naomi avaient engagé un cabinet de défense notoire, célèbre pour noyer les procureurs sous des délais de procédure sans fin. Ils ont déposé une requête pour supprimer les photographies que j'avais fournies à l'inspecteur Harrison, invoquant une entrée illégale. Ils gagnaient du temps. Chaque requête, chaque injonction, chaque fausse évaluation médicale leur achetait plus de temps pour couvrir leurs traces et consolider leur contrôle sur Léo. Si j'attendais qu'un juge trie leurs écrans de fumée coûteux, mon neveu deviendrait une statistique tragique. Naomi s'en tirerait, versant des larmes de crocodile à la télévision nationale tout en encaissant un contrat de livres lucratif sur son deuil fabriqué. La police était liée par le protocole et les mandats. Je n'étais liée par aucune de ces choses. J'opérais dans un monde où les actions laissaient des marques indélébiles. On peut brûler un document physique ou soudoyer un médecin privé, mais on ne peut pas effacer une empreinte financière numérique une fois qu'elle est enregistrée sur un serveur institutionnel. L'argent laisse toujours une trace. Et j'étais le meilleur limier de Chicago. Je me suis détourné du registre judiciaire et je me suis concentré sur mon moniteur principal. J'ai fait craquer mes doigts, sentant la précision familière de ma profession m'envahir, remplaçant la panique écrasante des 2 derniers jours. J'ai ouvert mon logiciel de comptabilité crypté. 5 ans auparavant, bien avant que Naomi ne se transforme en gourou du style de vie et que Brendan ne devienne un éminent dirigeant d'entreprise, ils étaient noyés sous les dettes. Brendan avait lancé une start-up de logistique qui avait à peine survécu à sa première année. Il m'avait supplié de construire toute son architecture de réseau financier pour lui éviter le coût d'embaucher un cabinet d'entreprise. J'avais passé 3 semaines exténuantes à mettre en place ses serveurs sécurisés, à concevoir les voies numériques pour sa paie et ses comptes privés. Je connaissais la disposition exacte de son coffre-fort numérique parce que je l'avais construit. Brendan était arrogant, mais plus important encore, il était profondément paresseux. Il ne s'était jamais donné la peine de vraiment comprendre le back-end de sa propre entreprise. Il voulait simplement que l'argent afflue de manière transparente sur son compte courant. J'ai parié sur la certitude absolue qu'il n'avait jamais embauché personne pour mettre à jour les protocoles de sécurité hérités que j'avais installés. Il n'avait jamais révoqué mon accès administratif principal. J'ai tapé la séquence de commandes de porte dérobée originale que j'avais codée il y a une demi-décennie. Une invite m'a demandé mes identifiants. J'ai entré ma vieille clé administrative. L'écran a clignoté rapidement, a traité pendant un battement de cœur angoissant, puis m'a accordé un accès administratif complet et sans restriction au grand livre principal de Blackwell Enterprises. J'ai commencé à extraire les fichiers de données brutes,
téléchargeant des gigaoctets de dossiers financiers sur un serveur hors ligne sécurisé. Je devais agir vite et ne laisser absolument aucune trace de mon intrusion. J'ai commencé à passer au crible les notes de frais standards, les documents de paie et les déclarations fiscales trimestrielles. À première vue, tout semblait tout à fait normal. Brendan se versait un énorme salaire de dirigeant, et Naomi recevait de gros paiements de parrainage de marque. Mais un comptable judiciaire qualifié ne cherche pas ce qui est là. Nous cherchons l'espace négatif. J'ai ouvert un programme secondaire conçu pour signaler les anomalies et les schémas de flux de trésorerie. J'ai introduit les grands livres de l'entreprise de Brendan dans le logiciel et j'ai regardé les données s'organiser en graphiques visuels. Immédiatement, j'ai vu l'arrogance de leurs dépenses. Naomi déclarait des vacances familiales de luxe comme des recherches marketing d'entreprise. Elle déduisait des dizaines de milliers de dollars de vêtements de créateurs comme uniformes professionnels. C'était une fraude fiscale flagrante, suffisante pour déclencher un audit massif, mais ce n'était pas la preuve irréfutable dont j'avais besoin. L'évasion fiscale leur vaudrait une amende, pas une mise derrière les barreaux pour abus d'enfants. J'avais besoin de trouver le mécanisme exact qu'ils utilisaient pour financer les parties sombres et cachées de leur vie. J'ai resserré ma concentration, affinant les paramètres de recherche. S'ils cachaient quelque chose d'important, ils utiliseraient une société écran. J'ai commencé à suivre les virements sortants, à la recherche de paiements récurrents importants qui ne correspondaient pas aux opérations commerciales standards. J'ai passé au peigne fin des centaines de transactions quotidiennes banales jusqu'à ce que mes yeux fatigués attrapent enfin un rythme très particulier. Chaque mois, précisément le 15e jour, un dépôt massif était effectué sur un compte secondaire, très obscurci. Je me suis penché plus près du moniteur, mon cœur battant un rythme régulier et lourd contre mes côtes. J'ai extrait les informations de routage spécifiques de ce compte et je les ai recoupées avec le registre des sociétés de l'État. L'argent affluait dans une société à responsabilité limitée nommée Oasis Wellness Consulting. La société était enregistrée dans le Delaware, un État notoirement utilisé par les individus riches pour maintenir une stricte anonymat corporatif. J'ai lancé un diagnostic approfondi sur Oasis Wellness Consulting. L'entité n'avait pas de site web public. Elle n'avait pas d'employés répertoriés, pas d'adresse de bureau physique, et pas de produits ou services tangibles. Pourtant, elle recevait d'énormes afflux de liquidités chaque mois. J'ai extrait les registres de retrait d'Oasis Wellness. Les fonds n'étaient pas utilisés pour du conseil ou du bien-être. L'argent s'écoulait rapidement pour payer les cartes de crédit platine de Naomi, les locations de voitures de luxe de Brendan et les compagnies de charter d'aviation privée. Ils canalisaient de vastes sommes d'argent à travers une fausse entreprise pour maintenir un style de vie qu'ils ne pouvaient pas réellement se permettre avec leurs revenus légitimes. Mais la question brûlante demeurait, d'où venait l'argent initial ? J'ai retracé les virements entrants jusqu'à leur point d'origine. L'argent sale finançant Oasis Wellness ne provenait pas de l'entreprise de logistique de Brendan. Il ne provenait pas des sponsors des médias sociaux de Naomi. J'ai regardé l'écran lumineux alors que les informations de la banque d'origine se décodaient enfin et se remplissaient directement sur mon moniteur principal. Les virements massifs provenaient d'un compte en fiducie institutionnel hautement restreint et fortement gardé. J'ai lu le nom du compte d'origine à voix haute dans la pièce vide, sentant le sang se glacer dans mes veines. Le compte institutionnel Harrington. J'ai prononcé les mots dans la pièce vide. Ma voix était un murmure rauque qui a à peine brisé le silence de mon appartement. Je connaissais ce nom. Je savais le poids qu'il portait. Mais le voir listé comme la principale source de financement d'une société obscure du Delaware me donnait l'impression de trouver une arme chargée cachée dans un coffre à jouets d'enfant. J'avais besoin d'une preuve concrète et irréfutable reliant directement mon frère et sa femme à Oasis Wellness Consulting. Aux yeux de la loi, un virement suspect n'est qu'une anomalie. Je devais prouver une intention absolue. Je devais percer le voile corporatif. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de terminal sur mon bureau et j'ai lancé une plongée profonde dans le registre public de la division des corporations du Delaware. Le Delaware est un paradis notoire pour les individus riches cherchant un secret financier total. Il n'exige pas que les noms des membres dirigeants soient listés sur les documents de formation publique. Il n'exige qu'un agent enregistré. Pour la plupart des enquêteurs, la piste s'arrête là. Mais je n'étais pas seulement une enquêtrice.
J'étais une comptable judiciaire principale. Et je savais que les criminels amateurs laissent toujours une empreinte numérique lorsqu'ils mettent en place leur infrastructure initiale. Brendan était arrogant, mais il était incroyablement paresseux avec les tâches administratives. Je suis retourné au portail administratif de son réseau interne, la même architecture que j'avais méticuleusement codée pour lui il y a 5 ans. J'ai lancé une requête ciblée sur ses serveurs de messagerie archivés, en filtrant pour la date exacte de constitution d'Oasis Wellness. J'ai recoupé la recherche avec des mots-clés liés aux frais d'agent enregistrés, aux dépôts d'entreprise et aux impôts sur les franchises. Le serveur a traité la demande pendant une minute tendue. Puis un seul courriel s'est affiché sur mon écran. C'était un reçu automatisé d'un important service d'agent enregistré d'entreprise basé à Wilmington. Le reçu confirmait la formation d'Oasis Wellness Consulting. J'ai zoomé sur la section de facturation. Brendan avait utilisé sa carte de crédit platine personnelle pour payer les frais de constitution. Il avait également listé Naomi comme contact principal en utilisant une adresse électronique secondaire non répertoriée que j'ai immédiatement reconnue de ses débuts sur les réseaux sociaux. Le voile corporatif était officiellement percé. Je les avais définitivement liés à la société écran, mais établir la propriété n'était que la première étape. J'avais besoin de cartographier l'anatomie exacte de la fraude. J'avais besoin de montrer comment il justifiait les retraits massifs d'un compte institutionnel hautement restreint. J'ai navigué jusqu'au lecteur de stockage cloud sécurisé de Brendan. J'ai contourné sa protection par mot de passe standard en utilisant la clé administrative principale que je conservais toujours. L'arborescence des répertoires s'est déroulée devant moi. J'ai ignoré les dossiers d'entreprise standard et j'ai scanné les partitions cachées. J'ai trouvé un dossier crypté intitulé simplement « Oasis Opération ». J'ai lancé un outil de décryptage par force brute que j'utilisais pour les audits financiers de haut niveau. Comme Brendan réutilisait notoirement des variations de son anniversaire de mariage pour tous ses mots de passe, le cryptage a été cassé en moins de 4 minutes. J'ai ouvert le dossier. Mon estomac s'est noué de pur dégoût en parcourant le contenu. Le dossier était une usine numérique pour la fabrication de fraudes financières. Il contenait des dizaines de modèles de fausses factures vierges. Il y avait des en-têtes de lettres falsifiées de cliniques de thérapie comportementale inexistantes, de faux reçus pour des soins psychiatriques intensifs et des relevés de facturation fabriqués pour du matériel médical spécialisé à domicile. Naomi et Brendan avaient passé des heures à créer une piste papier élaborée pour faire passer Oasis Wellness pour une entreprise de conseil médical légitime et haut de gamme. J'ai ouvert l'une des factures les plus récentes. Elle était adressée au compte institutionnel Harrington pour $25 000. La description de la ligne de poste indiquait « Thérapie de modification comportementale intensive et amélioration des installations sécurisées pour patients mineurs ». Ils facturaient activement un fonds en fiducie restreint pour le cadenas même qu'ils utilisaient pour enfermer mon neveu dans un sous-sol sombre et glacial. Ils monétisaient sa torture. J'avais besoin de voir exactement comment ils dépensaient l'argent volé. J'ai reporté mon attention sur les registres publics, cette fois-ci en accédant à la base de données des impôts fonciers du comté et au registre d'immatriculation des véhicules. J'ai effectué des recherches en utilisant le numéro d'identification d'entreprise d'Oasis Wellness. Les résultats ont brossé un tableau écœurant d'une cupidité débridée. Il y a 2 ans, Oasis Wellness a acheté un condo de ski de luxe à Aspen. L'acte de propriété était entièrement au nom de la société écran, cachant efficacement l'actif de l'Internal Revenue Service et le protégeant complètement de toute responsabilité personnelle. 6 mois plus tard, la société a loué 2 voitures de sport haut de gamme. L'année dernière, la société a payé une rénovation de $100 000 de leur manoir de banlieue, répertoriant les améliorations de la cuisine de luxe comme des modifications environnementales thérapeutiques. Naomi utilisait les fonds volés pour financer l'esthétique exacte qu'elle vendait à ses millions d'abonnés. Tout son empire d'influenceuse était bâti sur une fondation d'abus systématiques d'enfants et de fraude par virement fédéral. Elle publiait sur sa vie épuisante de mère aux besoins spéciaux tout en utilisant simultanément l'argent destiné à la survie de Léo pour acheter des sacs à main de créateurs et affréter des jets privés. J'ai recoupé les dates des plus gros virements avec la chronologie des médias sociaux de Naomi. La corrélation était indéniable.
Le lendemain de la soumission d'une facture frauduleuse de $30 000 pour de prétendus soins psychiatriques hospitaliers, Naomi a posté des photos d'un vol en première classe pour Paris. Le jour où ils ont facturé à la fiducie $20 000 pour des compléments alimentaires spécialisés, elle a posté une vidéo de haul présentant des bijoux en diamants de luxe. Elle transformait littéralement la souffrance physique de Léo en argent sonnant et trébuchant. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Brendan et Naomi avaient construit une forteresse parfaite et impénétrable de richesse et de statut social. Ils avaient instrumentalisé le système juridique pour faire taire quiconque remettait en question leur parentalité. Ils avaient manipulé mes parents pour qu'ils deviennent leurs chiens d'attaque férocement loyaux. Ils croyaient que leur argent et leur plateforme publique les rendaient totalement intouchables. Mais alors que je téléchargeais le dernier lot de factures falsifiées et que je les sauvegardais sur mes disques cryptés, j'ai senti un calme prédateur et dangereux s'installer dans mon esprit. Ils avaient construit un magnifique et imposant château de cartes. Ils avaient sécurisé le périmètre avec des avocats coûteux et de faux dossiers médicaux. Mais ils avaient négligemment laissé les plans financiers traîner sur la table. J'ai regardé le curseur clignotant sur mon moniteur. La piste papier était absolue. Les preuves de fraude par virement fédéral et d'évasion fiscale étaient irréfutables. Mais la question la plus cruciale restait sans réponse. Le compte institutionnel Harrington était fortement gardé par des réglementations fiduciaires strictes. Une banque ne libère pas simplement des millions de dollars de fonds restreints sans une surveillance incroyablement rigoureuse. Il devait y avoir un mécanisme juridique spécifique et profondément rigide leur permettant d'accéder à l'argent. J'avais besoin de découvrir les paramètres exacts de la fiducie qu'ils vidaient. J'avais besoin de savoir pourquoi le compte Harrington existait en premier lieu. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai dirigé ma recherche vers les archives publiques du tribunal des successions. J'allais déterrer la dernière pièce manquante de ce puzzle horrible. Je me suis rendu aux archives publiques du tribunal des successions du Massachusetts. L'interface était incroyablement lourde et sévèrement obsolète, un contraste frappant avec les réseaux financiers élégants que j'infiltrais habituellement. J'ai payé les frais d'accès exorbitants en utilisant une carte numérique prépayée et j'ai cherché la succession de Beatrice Harrington. Le système a traité ma demande, affichant une roue de chargement qui semblait douloureusement lente dans l'isolement silencieux de mon appartement. Finalement, les dossiers de succession numérisés sont apparus sur mon moniteur. J'ai contourné les documents de distribution d'actifs standards et je me suis concentré sur les formations de fiducie. J'ai rapidement attrapé un bloc-notes et un stylo pour documenter chaque clause restrictive. C'était là, la fiducie médicale Harrington. Le document fondateur était un pavé de 70 pages de jargon juridique dense, délibérément conçu pour protéger une fortune massive des dépenses frivoles. J'ai téléchargé le fichier et je l'ai ouvert, mes yeux balayant rapidement les paragraphes denses. Mon arrière-grand-mère Harrington avait été notoirement perspicace, possédant un sens des affaires inégalé qui manquait cruellement à mes propres parents. Elle n'a jamais confié d'actifs liquides à mes parents, sachant que leur obsession absolue pour le statut de country club et les voitures de luxe viderait instantanément sa richesse durement gagnée. Au lieu de cela, elle a mis son argent à l'abri pour les jeunes générations. J'ai fait défiler jusqu'aux désignations des bénéficiaires. La section 4, sous-section C, décrivait les dispositions spécifiques pour mon neveu. J'ai lu le texte à voix haute, le langage juridique stérile provoquant une nouvelle vague de nausées en moi. Un fonds en fiducie médicale restreint d'un montant absolu de $2 500 000 est par la présente établi pour les soins et traitements directs et exclusifs de mon arrière-petit-fils, Léo Blackwell. Ce fonds est explicitement désigné pour gérer sa maladie cœliaque chronique, y compris les exigences alimentaires spécialisées, les traitements médicaux nécessaires et les complications futures découlant de sa maladie auto-immune. 5 millions de dollars. L'ampleur du fonds était absolument stupéfiante. Mon arrière-grand-mère savait que le diagnostic de Léo nécessiterait une gestion à vie, des aliments spécialisés coûteux et une surveillance médicale constante. Elle voulait s'assurer que le garçon ne souffrirait jamais un seul jour de sa vie en raison de contraintes financières. Elle voulait construire une forteresse de santé impénétrable autour de lui. Mais Brendan et Naomi avaient transformé cette belle forteresse en un véritable donjon. Ils considéraient sa maladie auto-immune non pas comme une tragédie à gérer, mais comme un énorme billet de loterie attendant d'être encaissé.
Ils avaient volontairement perverti un acte d'amour familial extrême en un instrument de cupidité. J'avais besoin de voir les paramètres de retrait exacts. J'ai fait défiler plus loin dans le lourd document jusqu'aux directives fiduciaires. La fiducie exigeait une surveillance extrêmement stricte. Un panel de fiduciaires nommés par la banque devait approuver tout débours médical supérieur à 5 000 $. La banque exigeait des reçus pédiatriques certifiés, des factures de cliniques vérifiées et une communication directe avec les médecins traitants. Alors, comment Brendan et Naomi ont-ils contourné une équipe de banquiers de Boston hautement qualifiés? J'ai trouvé la réponse horrible enfouie dans une clause d'amendement spécifique vers la toute fin du dossier. Dans le cas où le bénéficiaire est formellement diagnostiqué avec des handicaps cognitifs ou psychiatriques graves et invalidants qui rendent les soins ambulatoires standards insuffisants, la fiducie peut être agressivement sollicitée pour des soins continus en établissement de haut niveau. Des modifications structurelles spécialisées du domicile et des soins infirmiers psychiatriques à plein temps. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une précision terrifiante et limpide. Brendan et Naomi ne pouvaient pas facilement vider une fiducie de 2,5 millions de $, en soumettant simplement des reçus d'épicerie pour du pain sans gluten et des visites pédiatriques de routine. La banque surveillerait de près ces petites transactions quotidiennes et couperait le flux d'argent. Ils avaient besoin d'un moyen de complètement prendre par surprise l'institution financière pour accéder aux sommes massives de liquidités nécessaires pour financer leur style de vie somptueux et leur faux empire d'influenceurs. Ils avaient désespérément besoin d'un diagnostic catastrophique. Ils avaient besoin que Léo soit gravement et incurablement brisé aux yeux de la loi et des administrateurs stricts de la fiducie. Ils l'ont affamé. Ils lui ont donné des crackers de blé bon marché qui déclenchaient intentionnellement des réactions auto-immunes violentes, provoquant des douleurs d'estomac atroces, une léthargie sévère et une malnutrition absolue. Quand un enfant affamé et désespérément malade pleure, se cache sans cesse dans les coins en quête de réconfort et se déchaîne de pure agonie physique, il est incroyablement facile pour une mère riche, persuasive et belle de l'amener chez un médecin privé très bien payé et de prétendre qu'il souffre d'un trouble oppositionnel avec provocation sévère. Ils ont délibérément empoisonné leur propre fils pour fabriquer agressivement les symptômes psychiatriques exacts requis pour débloquer l'échappatoire du fonds en fiducie. La cruauté pure de leur tromperie médicale continue était absolument terrifiante à voir. Naomi l'a lourdement sédaté non seulement pour le garder silencieux pendant qu'il skiait à Aspen, mais pour imiter physiquement la psychose aiguë dont il prétendait qu'il souffrait sur ses fausses évaluations médicales. Ils ont littéralement transformé sa torture physique extrême en une source de revenus très lucrative et totalement intraçable. Chaque fois que son petit corps défaillait, leur compte bancaire offshore gonflait. Chaque larme qu'il pleurait finançait un autre vol en première classe pour Paris. Chaque gramme de poids qu'il perdait achetait un autre sac à main de créateur que Naomi pouvait exhiber sur les réseaux sociaux. J'ai violemment repoussé ma chaise ergonomique du bureau, mes mains tremblant de manière si incontrôlable que je pouvais à peine sentir mes propres doigts. Je me suis précipité dans la salle de bain, j'ai agrippé les bords du lavabo en porcelaine et j'ai vomi. La dépravation absolue de leurs actions était presque impossible à traiter pour un cerveau humain normal. Ce n'étaient pas seulement des parents négligents. C'étaient des monstres très calculateurs et de sang-froid opérant un système de fraude financière sophistiqué, utilisant leur propre enfant comme garantie sacrificielle. Je me suis lavé le visage à l'eau glacée, regardant mon reflet pâle dans le miroir. La tristesse avait disparu. Le choc s'était évaporé. La seule chose qui restait dans mon âme était une promesse sombre et dangereuse de destruction absolue. Je suis retourné à mes moniteurs lumineux. J'avais découvert le mobile écœurant et le mécanisme bancaire complexe qu'ils exploitaient impitoyablement. Mais j'avais besoin de lier légalement mes parents à ce cauchemar. J'avais besoin de comprendre exactement à quel point Catherine et Howard étaient impliqués dans ce complot. J'ai ouvert le portail bancaire principal du compte institutionnel Harrington. J'avais besoin de voir les documents exacts que Brendan et Naomi avaient soumis pour déclencher ces virements massifs. Une fiducie de cette ampleur ne laisse pas simplement couler l'argent sans un processus de vérification rigoureux. Les administrateurs de la banque exigeaient une montagne de justifications légales et médicales pour libérer les fonds. J'ai navigué jusqu'aux journaux d'autorisation de déboursement. Mes doigts ont volé sur le clavier alors que j'exécutais une extraction ciblée des pièces jointes PDF liées à chaque transaction envoyée à Oasis Wellness Consulting au cours des 2 dernières années.
Les fichiers se sont téléchargés en une liste chronologique nette sur mon moniteur secondaire. J'ai ouvert la toute première demande d'autorisation datée d'il y a 24 mois. C'était une pétition formelle aux administrateurs de la fiducie demandant un changement de statut pour le bénéficiaire principal. La pétition était accompagnée d'une évaluation psychiatrique très détaillée de 50 pages. J'ai scanné l'entête médicale. Il appartenait à une clinique psychiatrique pédiatrique privée et extrêmement chère du centre de Chicago, une clinique notoire parmi les familles fortunées pour fournir le diagnostic dont leurs clients d'élite avaient besoin, à condition que les honoraires de consultation soient suffisamment élevés. J'ai lu le résumé clinique. Le médecin évaluateur affirmait que Léo présentait des crises psychotiques sévères et incontrôlables. Le rapport documentait faussement des épisodes d'automutilation violente, d'aversion alimentaire extrême et de détachement cognitif total de la réalité. Le médecin recommandait explicitement des soins résidentiels spécialisés 24 heures sur 24 et une thérapie de modification comportementale intensive. Il a conclu que le traitement ambulatoire standard était dangereusement insuffisant pour un enfant atteint de handicap psychiatrique aussi profond. La cruauté de la fabrication était stupéfiante. Naomi et Brendan avaient payé un médecin corrompu pour déclarer légalement leur fils parfaitement sain d'esprit et physiquement malade comme gravement mentalement incapable. Ils lui ont enlevé son humanité sur le papier pour satisfaire aux exigences strictes de la fiducie Harrington. Une fois que les administrateurs de la banque ont reçu ce diagnostic catastrophique, les portes légales gardant les 2,5 millions de dollars se sont grandes ouvertes. La fiducie était légalement tenue de fournir tous les fonds jugés médicalement nécessaires à la survie du bénéficiaire. J'ai cliqué sur le document suivant dans la pile numérique. C'était un contrat de service entre Brendan et Oasis Wellness Consulting. Le contrat désignait officiellement Oasis Wellness comme le principal fournisseur de soins spécialisés pour Léo. Brendan avait signé le document en tant que tuteur légal et un directeur exécutif fictif avait signé au nom de la société de bien-être. Ils s'étaient essentiellement engagés eux-mêmes pour traiter les fausses conditions psychiatriques qu'ils venaient de payer un médecin corrompu pour diagnostiquer. C'était une boucle fermée de fraude financière absolue et non contrôlée. J'ai suivi les virements ultérieurs. Le volume du vol était à couper le souffle. En janvier, Oasis Wellness a facturé à la fiducie 40 000 $ pour une enceinte de privation sensorielle spécialisée et une surveillance comportementale continue. J'ai fait correspondre la date exacte de ce transfert avec la chronologie des médias sociaux de Naomi. La même semaine, Naomi a posté des photos montrant une rénovation complète de luxe de sa salle de bain principale avec du marbre italien importé et un sauna sur mesure. Elle a transformé la fausse chambre de privation sensorielle de son fils en son spa personnel. En mars, une autre facture a été soumise à la banque. Celle-ci exigeait 60 000 $ pour des interventions pharmacologiques avancées et un transport thérapeutique spécialisé hors de l'État. J'ai extrait les registres financiers correspondants des grands livres d'Oasis Wellness. Les 60 000 $ ont été immédiatement virés à un concessionnaire automobile de luxe. Brendan a utilisé les fonds destinés au faux transport thérapeutique de son fils pour obtenir un bail sur une toute nouvelle voiture de sport commandée sur mesure. Chaque facture était un chef-d'œuvre de facturation trompeuse. Ils utilisaient un langage clinique et très technique pour décrire des achats de luxe. Une demande de stabilisation environnementale thérapeutique était en fait l'installation d'une énorme piscine chauffée dans leur jardin. Une facture pour une gestion diététique spécialisée et des conseils nutritionnels était directement acheminée vers les comptes personnels de Naomi pour payer son chef privé et les livraisons hebdomadaires de champagne importé. Il vidait la fiducie, traitant un filet de sécurité médicale comme une caisse noire illimitée et intraçable. Mais en creusant plus profondément dans le réseau complexe de virements, j'ai remarqué une vulnérabilité critique dans leur système. Brendan et Naomi étaient avides, mais ils étaient aussi financièrement imprudents. Oasis Wellness Consulting était une société à responsabilité limitée nouvellement formée et non vérifiée. Même avec les dossiers médicaux falsifiés, les administrateurs bancaires conservateurs gérant la fiducie Harrington auraient exigé une garantie financière substantielle avant d'autoriser des virements directs et continus à une entité totalement inconnue. Ils auraient exigé une caution de bonne exécution ou un garant d'entreprise fortement contrôlé pour s'assurer que les fonds étaient protégés contre le détournement.
Le crédit personnel de Brendan était complètement ruiné par ses précédentes startups ratées. Le revenu de Naomi en tant qu'influenceuse était erratique et fortement dépendant de contrats de marque fluctuants. Aucun d'eux ne possédait la situation financière impeccable requise pour agir en tant que garant pour un contrat de service médical de plusieurs millions de dollars. La banque avait besoin d'une assurance absolue que l'argent était en sécurité. Quelqu'un d'autre avait dû soutenir l'opération. Quelqu'un avec un crédit impeccable, des actifs liquides substantiels et une relation de longue date avec la banque. Quelqu'un dont la réputation était totalement irréprochable dans le monde de l'entreprise. J'ai ouvert le dernier accord d'autorisation principal, le document fondamental qui finalisait la relation entre la fiducie Harrington, Brendan et Oasis Wellness Consulting. J'ai fait défiler le jargon juridique dense, les clauses de non-responsabilité et les clauses d'indemnisation strictes. Je suis allé directement à la toute dernière page où les signatures numériques étaient légalement liées, horodatées et enregistrées en toute sécurité par l'institution bancaire. J'ai arrêté de respirer. L'air dans mon appartement semblait complètement stagnant. J'ai regardé les pixels lumineux sur mon moniteur, mes yeux traçant la preuve crue et indéniable de la trahison ultime. Au bas de la page. Agissant en tant que garant financier principal pour Oasis Wellness Consulting, s'assurant que chaque virement frauduleux était entièrement protégé et approuvé par la banque, se trouvaient deux signatures très familières. Ils avaient engagé leur propre maison, leur vaste compte de retraite et tout leur portefeuille financier comme garantie pour sécuriser le vol en cours. Ils avaient légalement facilité le mécanisme exact qui a permis à Naomi et Brendan d'enfermer Léo dans un sous-sol et de l'affamer pour de l'argent. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place, révélant un niveau de corruption familiale si profond et terrifiant qu'il défiait toute logique. Mes parents, Catherine et Howard, étaient les architectes financiers de la torture de leur petit-fils. J'ai fixé les signatures à l'écran, mon esprit refusant d'accepter la réalité de l'encre numérique. Catherine et Howard Blackwell. Les noms étaient écrits dans leur cursive ample et reconnaissable. Ils avaient personnellement garanti une ligne de crédit de $500 000 pour Oasis Wellness Consulting. Ils avaient légalement lié leur propre code de crédit impeccable et l'ensemble de leur portefeuille de retraite à une société écran frauduleuse. Mes parents ne se sont pas contentés de fermer les yeux sur les abus subis par leur petit-fils. Ils ont financé le mécanisme même qui a permis ces abus. Une vague de profond malaise physique m'a envahi. J'ai repoussé ma chaise ergonomique et j'ai arpenté mon bureau, essayant de forcer l'air dans mes poumons en feu. Je devais comprendre l'étendue complète de leur complicité. Je devais savoir jusqu'où la pourriture s'était étendue. Je me suis rassise et j'ai ouvert un nouveau terminal de recherche, plongeant directement dans les dossiers financiers personnels de mes parents. J'avais géré leur déclaration de revenus il y a 3 ans, et j'avais toujours leur numéro de routage de compte principal stocké en toute sécurité dans mon coffre-fort client crypté. J'ai effectué un audit complet de leurs comptes chèques et d'épargne, recoupant les dates avec les retraits massifs de la fiducie médicale Harrington. Le schéma est apparu en quelques minutes, brut et indéniable. Mes parents n'étaient pas seulement des garants passifs. Ils profitaient activement de l'argent volé. Chaque fois que Naomi et Brendan soumettaient une facture médicale frauduleuse à la banque et vidaient des dizaines de milliers de dollars dans Oasis Wellness, un pourcentage spécifique de cet argent était ensuite viré directement sur le compte chèque principal de mes parents. Les transferts étaient étiquetés comme des remboursements de prêts personnels, mais les chiffres racontaient une histoire complètement différente. Les montants couvraient parfaitement les frais d'adhésion exorbitants de mes parents au country club, les factures de shopping de luxe mensuelles de ma mère et les impôts fonciers de leur vaste domaine de banlieue. Mes parents étaient complètement fauchés. J'ai ouvert leur portefeuille d'investissement et j'ai halté devant l'écran. Leurs investissements immobiliers fortement endettés s'étaient complètement effondrés il y a 4 ans. Ils avaient presque tout perdu dans une série de développements commerciaux désastreux. Ils étaient noyés sous les dettes, complètement désespérés de maintenir leur illusion de richesse générationnelle au sein de leur cercle social d'élite. Brendan et Naomi leur avaient offert une bouée de sauvetage lucrative, une bouée de sauvetage financière malade et tordue, entièrement construite sur la souffrance physique d'un garçon innocent de 8 ans. Ils ont tous conclu un pacte silencieux et monstrueux. Naomi et Brendan avaient besoin de garants financiers impeccables pour tromper les banquiers stricts de Boston et leur faire libérer les fonds de la fiducie restreinte.
Mes parents avaient besoin d'un flux constant d'argent intraçable pour éviter leur propre faillite imminente et une ruine sociale dévastatrice. Léo n'était rien de plus que le dommage collatéral rentable de leur horrible arrangement financier. Ma mère savait exactement pourquoi Léo était enfermé dans ce sous-sol glacial. Elle savait pourquoi il était nourri de crackers de blé qui détruisaient agressivement ses intestins. Elle était au courant des lourds sédatifs pour adultes. Elle a activement soutenu le récit public de sa grave maladie mentale parce que chaque fausse évaluation psychiatrique signifiait un nouveau virement de la banque. Chaque fois qu'elle commentait les publications de Naomi sur les réseaux sociaux louant sa résilience en tant que mère aux besoins spéciaux, elle protégeait vicieusement sa propre source de revenus. L'ampleur de la trahison a brisé quelque chose de fondamental en moi. Les derniers vestiges de ma loyauté familiale se sont désintégrés en poussière absolue. Je ne regardais plus ma famille. Je regardais un syndicat du crime hautement organisé. J'ai agi avec une précision froide et mécanique. J'ai créé un dossier principal contenant chaque preuve. J'ai compilé les évaluations médicales falsifiées, les documents de constitution d'Oasis Wellness, les journaux de virement et les accords de prêt portant les signatures de mes parents. J'ai fait correspondre chaque facture frauduleuse aux achats de luxe de Naomi et au paiement du country club de mes parents. J'ai créé des feuilles de calcul détaillées cartographiant le flux exact de l'argent volé de la fiducie Harrington directement dans leur poche personnelle. J'ai transféré l'ensemble du dossier sur 3 clés USB cryptées distinctes. J'ai placé une clé dans mon coffre-fort mural. J'ai glissé la 2e clé dans la poche de mon manteau. La 3e clé était réservée à mon arme ultime. J'avais besoin d'une preuve visuelle irréfutable pour accompagner les données financières. J'avais besoin que le monde voie la réalité physique de leurs crimes. Je suis retourné au flux de caméras cachées sur le serveur de Brendan. J'ai téléchargé les images de sécurité brutes en haute définition de la caméra de la cuisine. J'ai sécurisé la vidéo de Naomi écrasant les sédatifs sur ordonnance dans un verre d'eau et forçant Léo à le boire. J'ai téléchargé les images d'elle poussant son corps chancelant dans la buanderie et enclenchant violemment le lourd cadenas industriel sur le cadre de la porte. Les fichiers vidéo étaient d'une clarté cristalline, complètement non édités et horodatés de manière permanente. J'ai chargé les images de sécurité sur la 3e clé USB, la plaçant soigneusement dans mon portefeuille en cuir à côté des résumés financiers imprimés. Mon téléphone a vibré bruyamment sur le bureau. C'était une notification automatisée du système de suivi des patients de l'hôpital Chicago Memorial. J'avais secrètement enregistré mon numéro comme contact d'urgence lorsque les ambulanciers avaient amené Léo pour la première fois à l'unité de traumatologie. Le texto de notification était bref mais terrifiant. Patient Léo Blackwell médicalement autorisé à sortir. Garde transférée aux tuteurs légaux temporaires Catherine et Howard Blackwell. Mon sang s'est complètement glacé. Le juge privé corrompu avait réussi à accélérer l'ordonnance de garde. Mes parents ramenaient Léo à la maison aujourd'hui. Ils allaient le ramener directement dans cette maison des horreurs avant que la police ne puisse finir de traiter la scène de crime du sous-sol. S'ils l'obtenaient à huis clos, ils le feraient taire de manière permanente. Ils avaient beaucoup trop à perdre maintenant. Ils savaient que les autorités tournaient autour d'eux et ils feraient tout ce qu'il fallait pour éliminer le seul témoin survivant de leur crime massif. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur mon mur. Il était 9 heures du matin. Je savais exactement ce que Naomi ferait ensuite. C'était une créature d'une vanité absolue et d'une manipulation publique extrême. Elle ne sortirait jamais simplement par la porte arrière de l'hôpital. Elle utiliserait la sortie de Léo comme une énorme opportunité de relations publiques. Elle organiserait un événement très visible pour contrôler complètement le récit, se présentant comme la mère triomphante et aimante ramenant son enfant difficile à la maison après un tragique malentendu. Elle utiliserait les médias locaux pour me peindre comme la méchante jalouse et enterrer complètement la vérité sous une montagne de fausses larmes. J'ai attrapé mon portefeuille en cuir et mes clés de voiture. Je ne ressentais aucune peur ni anxiété. Je ne ressentais que la lourde et absolue certitude d'un bourreau s'avançant vers le billot. Ils pensaient que leur argent volé, leurs avocats coûteux et leur faux statut social les rendaient totalement intouchables. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire taire une comptable judiciaire principale en détruisant ma réputation en ligne. Ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très brutale sur le vrai pouvoir des chiffres.
Je suis sortie de mon appartement, verrouillant fermement la porte derrière moi. L'air d'hiver était mordant, mais le vent glacial semblait vif et purifiant. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Je me dirigeais vers l'hôpital Chicago Memorial. J'allais entrer directement dans leur cirque médiatique soigneusement orchestré et j'allais réduire tout leur empire en cendres. Chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque once de leur faux prestige était sur le point d'être diffusé au monde entier. Ils voulaient un spectacle public. J'allais leur en donner un qu'ils n'oublieraient jamais. Les lourdes portes en verre de l'hôpital Chicago Memorial se sont ouvertes avec un doux sifflement mécanique. Je suis entrée dans le vaste hall principal et l'ampleur du spectacle médiatique de Naomi m'a frappé instantanément. Elle avait orchestré une conférence de presse entièrement produite. Les équipes de nouvelles locales avaient leurs caméras montées sur des trépieds. Plusieurs blogueurs lifestyle éminents diffusaient en direct depuis leur téléphone. Un cercle d'équipements d'éclairage lumineux illuminait le centre de l'atrium. Naomi se tenait à un podium assemblé à la hâte, ressemblant à une héroïne tragique. Elle portait un trench coat beige sur mesure par-dessus un chemisier blanc modeste, ses cheveux attachés en arrière avec un simple ruban de soie. Son maquillage était un chef-d'œuvre absolu de détresse subtile, soulignant les fausses larmes qui montaient à ses yeux. Brendan se tenait loyalement à sa droite, sa main reposant protectriquement sur le bas de son dos. Mes parents. Catherine et Howard l'ancraient à sa gauche, projetant l'image d'une famille riche, unie et profondément préoccupée. Je me tenais près de l'entrée, complètement ignorée par les équipes de caméras affairées et j'écoutais les mensonges venimeux qui sortaient de la bouche de ma belle-sœur. Mon mari et moi avons vécu un cauchemar privé pendant des années, a dit Naomi à la banque de microphones, sa voix tremblant d'une émotion savamment calibrée. Élever un enfant atteint de déficience cognitive grave et de psychose aiguë est un fardeau qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à porter. Nous aimons Léo de toutes les fibres de notre être. Nous avons dépensé des centaines de milliers de dollars en thérapie comportementale privée. Nous étions hors de l'État pour visiter un établissement résidentiel exclusif afin de lui obtenir les soins psychiatriques 24h24 dont il a si désespérément besoin. Elle a fait une pause, levant la main pour essuyer délicatement une larme de sa joue. Brendan lui a embrassé la tempe, jouant parfaitement le rôle du père dévoué et épuisé. Mais ce qui me brise entièrement le cœur, a poursuivi Naomi, regardant directement la caméra de nouvelle principale, c'est la trahison de notre propre famille. La sœur de Brendan, Clara, souffre d'une instabilité mentale grave et non documentée depuis la majeure partie de sa vie d'adulte. Elle a toujours nourri une jalousie toxique et dangereuse envers mon mariage et ma plateforme publique. Hier, elle est entrée illégalement dans notre domicile sécurisé. Elle a intentionnellement terrorisé notre fils gravement autiste et a mis en scène une scène de crime horrible dans notre buanderie simplement pour nous piéger. Elle a instrumentalisé la maladie mentale tragique de notre enfant pour détruire ma carrière par pure méchanceté. Un murmure de sympathie intense a parcouru les journalistes rassemblés. Ma mère a acquiescé solennellement derrière Naomi, ajoutant une crédibilité visuelle à la vicieuse diffamation. Il m'enterrait complètement vivante devant le tribunal de l'opinion publique. Il s'assurait que toute preuve financière que je présenterais serait instantanément rejetée comme la vengeance fabriquée d'une vieille fille jalouse et déséquilibrée. J'ai resserré ma prise sur mon élégant portefeuille en cuir. Je ne ressentais pas une seule once de peur. J'ai marché droit devant les cordons de velours qui sectionnaient la zone de presse, mes talons claquant vivement sur le sol en marbre poli avec une autorité rythmique et indéniable. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix tranchant le silence sympathique du hall comme une lourde lame d'acier. Chaque caméra a instantanément pivoté vers moi. Les journalistes se sont retournés, leurs microphones se déplaçant dans ma direction. Le faux sourire de Naomi a complètement disparu. Les yeux de Brendan se sont agrandis de terreur absolue. Ma mère s'est avancée, son visage se tordant instantanément en un masque de pure rage. Clara, a sifflé ma mère, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu n'as aucun droit d'être ici. Sécurité, veuillez faire sortir cette femme instable immédiatement. Elle nous harcèle. J'ai complètement ignoré ma mère.
J'ai contourné le podium et je me suis dirigé droit vers l'énorme télévision intelligente de 65 pouces montée sur le mur du hall, généralement utilisée par l'administration de l'hôpital pour afficher les informations de l'annuaire et les initiatives de santé. J'ai tout à fait le droit d'être ici, ai-je annoncé, projetant ma voix pour que chaque microphone de nouvelle capte parfaitement mon son. Parce que contrairement aux personnes qui se tiennent derrière ce podium, je n'ai pas apporté de fausses larmes ou de diagnostics psychiatriques fabriqués aujourd'hui. J'ai apporté de véritables preuves. Éteignez ces caméras tout de suite, a aboyé Brendan, s'avançant agressivement vers moi, son sang-froid d'entreprise se fracturant en pure panique. Clara, je te préviens pour la dernière fois. Ne fais pas ça. Tu m'as prévenu que tu me poursuivrais pour effraction, Brendan, ai-je répondu froidement, sans jamais ralentir mon pas. Mais je pense que les autorités fédérales seront beaucoup plus intéressées par votre évasion fiscale massive, votre fraude par virement institutionnel et la tentative de meurtre de votre propre fils. Le mot meurtre a provoqué un immense halètement collectif parmi le corps de presse. Les caméramens à qui Brendan venait d'ordonner d'arrêter de filmer ont agressivement zoomé sur mon visage. Elle est complètement folle, a hurlé Naomi, son personnage maternel soigneusement conçu s'effondrant en une panique brute et authentique. N'écoutez pas un mot de ce qu'elle dit. Elle est obsédée par la ruine de ma marque. Elle a mis en scène ce sous-sol. Je n'ai pas répondu à ses cris. J'ai atteint la grande télévision intelligente, j'ai sorti la clé USB cryptée de la poche de mon manteau et je l'ai branchée directement dans le port latéral. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai utilisé l'application de dérogation administrative que j'avais préparée plus tôt pour diffuser mes fichiers directement sur l'écran de l'hôpital. Tu viens de dire au monde entier que Léo s'est enfermé dans cette pièce lors d'une violente crise psychotique, ai-je dit à voix haute, me tournant pour faire face à la banque de caméras clignotantes. Tu as prétendu qu'il avait volé tes médicaments sur ordonnance et qu'il accumulait de la nourriture. Montrons à tout le monde exactement quel genre de mère tu es vraiment, Naomi. Voyons ce qui s'est réellement passé mardi matin. J'ai tapé sur l'écran de mon téléphone. Le fichier vidéo haute définition s'est lancé immédiatement sur l'énorme télévision du hall. C'étaient les images de sécurité brutes, non éditées et vérifiées par métadonnées des serveurs du réseau interne de Brendan. Le hall entier de l'hôpital est tombé dans un silence stupéfait et horrifié. Les images montraient Naomi debout à l'îlot de sa cuisine, entièrement vêtue de sa tenue de ski d'hiver. Léo se tenait à côté d'elle, l'air fragile, émacié et absolument terrifié. Nous avons regardé. Nous avons regardé Naomi repousser ses petites mains avec un regard de pur dégoût. Elle a fouillé dans son sac à main en cuir coûteux, a sorti un flacon d'ordonnance orange translucide et a tapé brusquement 2 pilules blanches sur le comptoir en marbre. L'angle de la caméra l'a capturé en train de saisir une lourde cuillère en métal, d'écraser le médicament en une poudre fine et de le remuer agressivement dans un verre d'eau du robinet. Elle a poussé le verre contre la bouche de Léo, le forçant à avaler le mélange lourdement sédatif. Le hall de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bourdonnement mécanique des obturateurs d'appareils photo et des halètements des journalistes. Sur l'écran massif, 10 minutes se sont écoulées en une séquence accélérée que j'avais préprogrammée. Les images sont revenues à une vitesse normale juste au moment où les lourds sédatifs pour adultes ont fait effet sur mon neveu de 8 ans. Léo a trébuché, ses yeux se révulsant, ses petites mains agrippant aveuglément les armoires de cuisine pour trouver l'équilibre. Naomi ne l'a pas aidé. Elle l'a attrapé rudement par le biceps, traînant son corps mou dans le couloir vers les escaliers du sous-sol. Le flux de la caméra est passé à l'angle du niveau inférieur, la montrant le poussant à l'intérieur de la buanderie sombre et claquant la lourde porte en chêne. Puis, en haute définition impeccable, elle a récupéré le cadenas industriel en acier, l'a enclenché solidement sur le support extérieur et a nonchalamment jeté la clé en argent dans son sac à main. Elle s'est tournée vers la caméra, a lissé ses cheveux, a arboré un sourire radieux et a pris son selfie d'aéroport. C'est une fabrication complète, a hurlé Naomi, sa voix craquant sauvagement alors qu'elle s'éloignait du podium. C'est une hackeuse. Elle a manipulé cette vidéo pour me faire mal paraître. Brendan, fais quelque chose. Fais quelque chose tout de suite. Brendan est resté complètement paralysé, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un mot alors que les journalistes se rapprochaient, lui tendant des microphones au visage.
Ma mère hyperventilait, se tenant la poitrine tandis que mon père regardait l'écran avec un choc terrifié absolu. Elle l'a drogué pour le garder silencieux pendant qu'elle skiait, et je projetais ma voix par-dessus les cris chaotiques de la presse. Mais l'abus physique n'est qu'une fraction de ce qui s'est passé ici. Vous voulez tous savoir pourquoi un dirigeant d'entreprise riche et une influenceuse lifestyle éminente ont refusé d'engager simplement une infirmière privée pour un enfant malade? Laissez-moi vous montrer le vrai mobile. Laissez-moi vous montrer l'argent. J'ai de nouveau tapé sur l'écran de mon téléphone. Les horribles images du sous-sol ont disparu instantanément, remplacées par une série de documents bancaires en haute résolution. Le logo d'une institution financière de Boston éminente a rempli l'écran à côté d'un en-tête en gras indiquant « Fiducie Medical Harrington ». Mon arrière-grand-mère a laissé un fonds en fiducie restreint de 2,5 millions de dollars exclusivement pour Léo afin de gérer sa maladie cœliaque, ai-je expliqué, arpentant devant la télévision, m'assurant que chaque caméra captait mon visage et les preuves derrière moi. Le comité de surveillance de la banque a strictement interdit le retrait de ces fonds pour autre chose que des soins médicaux critiques vérifiés. Les achats d'épicerie sans gluten standard et les visites pédiatriques de base étaient fortement scrutés. Naomi et Brendan ne pouvaient pas mettre la main sur la majeure partie de l'argent. J'ai balayé mon écran, affichant l'évaluation psychiatrique falsifiée de la clinique corrompue de Chicago. Pour contourner les réglementations bancaires strictes, mon frère et sa femme ont payé un médecin privé pour falsifier complètement les dossiers médicaux de Léo. Ils ont légalement reclassé un garçon de 8 ans parfaitement sain d'esprit et physiquement malade comme gravement mentalement incapable. Ils ont prétendu qu'il souffrait de psychose aiguë, de tendances violentes à l'automutilation et d'une défaillance cognitive massive. Ils l'ont affamé et lui ont délibérément donné du gluten pour fabriquer une détresse physique, puis l'ont légalement étiqueté comme fou. Les journalistes ont commencé à crier des questions, les flashs de leurs appareils photo créant un effet de lumière stroboscopique aveuglant dans le hall de l'hôpital. J'ai levé la main, exigeant le silence, et j'ai glissé vers la diapositive suivante. Une fois que la banque a approuvé le diagnostic catastrophique, Brendan et Naomi ont constitué une société écran dans le Delaware nommée Oasis Wellness Consulting. J'ai montré les documents de constitution affichés à l'écran, montrant clairement le reçu de carte de crédit de Brendan et l'adresse email cachée de Naomi. Ils ont nommé cette fausse société comme le principal fournisseur de soins spécialisés de Léo. Ils se sont essentiellement engagés eux-mêmes pour traiter les fausses conditions psychiatriques qu'ils venaient d'inventer. J'ai affiché le grand livre principal que j'avais extrait des serveurs internes de Brendan. L'écran s'est divisé en 2 colonnes. À gauche se trouvaient les factures médicales frauduleuses soumises à la banque. À droite se trouvaient les publications sur les réseaux sociaux et les relevés de cartes de crédit correspondants de Naomi. En janvier, Oasis Wellness a facturé à la fiducie 40 000 $ pour une enceinte de privation sensorielle spécialisée, ai-je lu à voix haute, ma voix résonnant d'une fureur froide et juste. La même semaine, Naomi a posté une vidéo présentant sa toute nouvelle salle de bain principale en marbre italien importé et son sauna sur mesure. En mars, ils ont facturé à la fiducie 60 000 $ pour des interventions pharmacologiques avancées et un transport thérapeutique hors de l'État. Cet argent a été immédiatement viré à un concessionnaire automobile de luxe pour obtenir un bail sur la nouvelle voiture de sport de Brendan. Brendan a laissé échapper un halètement étranglé et pathétique, se couvrant le visage de ses mains. Naomi poussait frénétiquement mon père, cherchant une issue à travers la foule croissante de badauds horrifiés et de journalistes agressifs. Chaque sac de créateur, chaque vol en première classe, chaque pièce de cette esthétique d'influenceuse impeccable a été financée par l'abus d'enfants et la fraude par virement fédéral, ai-je déclaré. Ils ont littéralement transformé la souffrance physique d'un enfant malade en une caisse noire illimitée et intraçable. Mon père a finalement rompu son silence terrifié. Il s'est jeté vers les caméras, agitant frénétiquement les mains. Nous n'avions absolument rien à voir avec ça. Catherine et moi sommes complètement innocents. Nous avons cru les médecins. Nous pensions que notre petit-fils recevait des soins appropriés. Clara attaque ses propres parents par méchanceté. Je me suis tournée pour regarder directement l'homme qui avait encouragé l'arrogance destructrice de mon frère pendant des décennies. L'homme qui avait exigé à plusieurs reprises que je sacrifie ma propre stabilité pour maintenir leur façade de richesse.
Puis j'ai lentement tapé une dernière fois sur l'écran de mon téléphone portable. L'écran derrière moi a vacillé et la vue partagée des factures et des achats de luxe a disparu. À sa place est apparu un scan massif en haute résolution d'un document bancaire légal. Le texte en gras en haut indiquait « Accord d'autorisation et de garantie financière ». J'ai glissé mon doigt sur mon téléphone et l'image à la télévision a zoomé de façon spectaculaire sur le bas de la dernière page. « Êtes-vous complètement innocent, papa ?» ai-je demandé, ma voix résonnant contre les murs de marbre du hall de l'hôpital. « Alors vous devrez expliquer à la presse, à la banque et au gouvernement fédéral pourquoi votre signature, et la signature de maman, sont juste là. » Les caméras ont flashé sauvagement alors que les journalistes capturaient la preuve indiscutable. Juste en dessous de la ligne de crédit frauduleuse de $500 000 pour Oasis Wellness Consulting se trouvaient les signatures claires et amples de Howard et Catherine Blackwell. « Vous n'avez pas seulement cru les faux médecins », ai-je annoncé à la salle, croisant le regard de mon père. Vous avez activement financé la tromperie. Brendan et Naomi avaient un crédit ruiné. Ils ne pouvaient pas obtenir les virements massifs seuls. Les banquiers stricts de Boston avaient besoin d'un garant d'entreprise impeccable pour libérer les fonds restreints de la fiducie médicale Harrington. Vous et maman avez engagé votre maison, vos comptes de retraite et tout votre portefeuille financier pour garantir leur société fictive. Vous avez fourni la clé qui a ouvert le coffre-fort. Mon père a reculé en titubant comme s'il avait été physiquement frappé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Son visage était exsangue. Mais ce n'est pas la partie la plus dégoûtante, ai-je continué, me tournant vers les journalistes. J'ai audité les comptes personnels de mes parents. Chaque fois qu'une facture médicale frauduleuse était payée à Oasis Wellness, un pourcentage de cet argent volé était viré directement sur le compte chèque principal de Howard et Catherine. Ils ont utilisé l'argent destiné à maintenir leur petit-fils en vie pour payer leurs frais de country club exorbitants, les factures de shopping de luxe de ma mère et les impôts fonciers de leur manoir. Ils ont vendu la santé d'un garçon de 8 ans pour maintenir leur faux statut social. Ma mère a poussé un cri strident et perçant. Elle est tombée à genoux juste là, devant les caméras clignotantes. « Clara, s'il te plaît, arrête ça tout de suite », a-t-elle gémi, son image impeccable entièrement brisée. Nous étions en faillite. Nous avions tout perdu dans ces investissements immobiliers commerciaux. Brendan nous a promis que c'était une entreprise médicale légitime. Nous ne savions pas qu'il faisait du mal à Léo. Nous avions juste besoin de l'argent pour sauver notre maison. Vous saviez, ai-je déclaré avec une finalité absolue. Vous saviez que Léo était enfermé dans ce sous-sol. Vous saviez qu'il était nourri de crackers de blé qui détruisaient ses intestins. Vous saviez qu'il était sédaté. Vous avez activement défendu le récit public de Naomi sur sa grave maladie mentale parce que chaque faux épisode psychiatrique générait une nouvelle facture et chaque nouvelle facture vous tenait à l'écart de la faillite. Les journalistes ont commencé à crier des questions agressives à mes parents. Des microphones ont été poussés dans leur visage. Les blogueurs lifestyle qui avaient diffusé en direct les fausses larmes de Naomi documentaient maintenant la destruction complète de l'empire familial Blackwell. Naomi poussait frénétiquement Brendan, cherchant une issue. Mais la foule de badauds horrifiés avait formé un mur impénétrable autour du hall. « C'est illégal », a hurlé Naomi, sa voix craquant de panique brute alors qu'elle repoussait une caméra de son visage. « Vous ne pouvez pas m'enregistrer. Vous ne pouvez pas montrer mes relevés bancaires privés. J'appelle mes avocats. Je vais poursuivre tout cet hôpital. Vous n'aurez pas besoin d'appeler vos avocats. » Une voix profonde et autoritaire a résonné depuis l'entrée principale. Les lourdes portes coulissantes de l'hôpital se sont ouvertes et l'atmosphère dans le hall a changé instantanément. L'inspecteur Harrison est entré, son visage affichant une expression sinistre et inflexible. Mais il n'était pas venu seul. Il était flanqué de 4 policiers de Chicago en uniforme. Derrière eux marchaient 2 individus portant des coupe-vents sombres avec les lettres FBI imprimées en jaune vif sur le dos. Suivant les agents fédéraux se trouvait un homme à l'air sévère serrant une épaisse mallette en cuir, portant l'aura indéniable d'un procureur fédéral. Les 2 dernières personnes à entrer dans le hall portaient des badges les identifiant comme agents spéciaux de l'Internal Revenue Service.
La cavalerie était arrivée, et ils apportaient tout le poids écrasant du gouvernement fédéral avec eux. Naomi et Brendan Blackwell, a annoncé l'inspecteur Harrison, sa voix portant sans effort par-dessus le bruit chaotique de la presse. Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger grave d'enfants, abus d'enfants qualifiés et tentative d'homicide involontaire. Avant que Naomi ne puisse même traiter les accusations locales, l'un des agents du FBI s'est avancé et a présenté un mandat fédéral. Et vous êtes également placé en garde à vue fédérale immédiate pour fraude par virement institutionnel massive, fraude bancaire et évasion fiscale grave, a déclaré l'agent. Naomi a perdu la tête. L'influenceuse parfaitement soignée qui avait passé des années à projeter une grâce sans effort et une supériorité riche a piqué une violente crise de colère au milieu de l'hôpital. Ne me touchez pas, s'est-elle débattue sauvagement alors que 2 officiers en uniforme s'approchaient avec des menottes. Je suis une personnalité publique. Vous faites une énorme erreur. Clara a piraté mes serveurs. Elle a fabriqué ces vidéos. Je suis une mère dévouée. Ses poignets manucurés ont été tirés de force derrière son dos et les menottes en acier froid se sont refermées. Son manteau de créateur s'est déchiré à l'épaule alors qu'elle résistait violemment aux officiers. Brendan n'a pas résisté. L'enfant chéri, le dirigeant d'entreprise arrogant qui avait passé toute sa vie à être renfloué par sa famille, s'est simplement effondré. Il est tombé à genoux sur le sol en marbre poli, pleurant bruyamment et pathétiquement alors que l'agent du FBI lui passait les menottes au poignet. Il n'a offert aucune défense, aucune menace arrogante, juste les sanglots pathétiques d'un homme qui réalisait enfin que l'argent de ses parents ne pouvait pas le sortir d'une mise en accusation fédérale. Alors que les officiers commençaient à traîner Naomi et Brendan vers la sortie, mon père s'est désespérément jeté vers le procureur fédéral. S'il vous plaît, il y a eu un terrible malentendu, a supplié mon père, sa fierté d'entreprise entièrement brisée. Nous sommes des membres respectés de cette communauté. Nous n'avions absolument aucune idée de ce que Brendan et Naomi faisaient avec cet argent. Nous avons juste co-signé un prêt pour aider notre fils à démarrer une clinique de bien-être. Vous devez nous croire. L'agent de l'IRS s'est interposé en douceur devant le procureur, bloquant le chemin de mon père. Howard et Catherine Blackwell, a dit l'agent, produisant une épaisse liasse de documents juridiques de sa veste. Nous avons obtenu des mandats fédéraux immédiats pour geler vos comptes bancaires principaux, vos portefeuilles de retraite et vos avoirs d'investissement. Nous plaçons une hypothèque légale immédiate sur votre domaine de banlieue. En attendant une enquête fédérale complète sur votre implication financière directe avec Oasis Wellness Consulting. Ma mère a poussé un horrible hurlement guttural. Elle a rampé sur le sol, son coûteux châle en cachemire traînant sur les carreaux. Elle a tendu la main et a attrapé l'ourlet de mon tailleur. Clara, s'il te plaît, a-t-elle supplié, son mascara coulant sur son visage entraîné sombre et laide. S'il te plaît, dis-leur que nous sommes innocents. Dis-leur d'épargner la maison. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas les laisser prendre tout ce que nous possédons. Tu dois nous protéger. J'ai baissé les yeux vers la femme qui avait joyeusement sacrifié son petit-fils de 8 ans pour maintenir son statut social. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti que la clarté nette et froide de la justice absolue. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez défendu les monstres qui ont affamé un enfant innocent, ai-je dit doucement, reculant pour que ses mains tombent vides sur le sol. Garde tes larmes, Catherine. Le gouvernement fédéral ne se soucie pas de la réputation de ton country club. Je leur ai tourné le dos et je suis parti. Je suis sorti du hall de l'hôpital, les cris frénétiques des journalistes et les lamentations de ma mère s'estompant derrière les lourdes portes en verre. L'air d'hiver semblait vif et entièrement purifiant. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le froid pur remplir mes poumons. Les retombées au cours des mois suivants furent rapides, brutales et absolument sans pitié. Le système de justice fédérale ne plaisante pas lorsqu'on lui présente des preuves irréfutables de fraude par virement et de mise en danger grave d'un enfant. Naomi et Brendan ont été formellement inculpés le lendemain matin au tribunal fédéral. Leurs avocats de la défense coûteux ont désespérément tenté d'obtenir leur libération, arguant qu'ils étaient des membres éminents et respectables de la communauté.
Le juge fédéral a jeté un coup d'œil au risque de fuite important posé par leurs comptes offshore restants et à la gravité horrible et indéniable des images de sécurité. La libération sous caution a été immédiatement refusée. Ils ont été directement placés dans des centres de détention fédéraux, échangeant leur garde-robe de créateurs sur mesure et leur équipement de ski de luxe contre des combinaisons de prison standard. Ils attendent actuellement un procès qui comporte une peine minimale obligatoire de 20 ans de prison fédérale. L'empire d'influenceuse soigneusement cultivé de Naomi s'est évaporé du jour au lendemain. Ses sponsors de marques lucratifs l'ont lâché quelques heures après la diffusion de l'arrestation. Ses 2 millions d'abonnés dévoués se sont instantanément transformés en une foule numérique furieuse exigeant une peine maximale. Mes parents ont fait face à un autre type de destruction absolue. L'Internal Revenue Service et le Federal Bureau of Investigation ont systématiquement démantelé leur façade financière. Avec leurs comptes bancaires entièrement gelés et une énorme hypothèque légale fédérale placée directement sur leur manoir de banlieue, la grande illusion de leur richesse générationnelle s'est complètement brisée. La banque a engagé des procédures de saisie agressive dans les 30 jours. Leur prestigieux country club a formellement révoqué leur adhésion, et leur cercle social d'élite a disparu instantanément, traitant mes parents comme une maladie très contagieuse. Dépouillés de leurs fonds volés, Catherine et Howard ont été contraints d'abandonner leur domaine de luxe et de déménager dans un appartement exigu et délabré à la périphérie de la ville. Ils ont été laissés à survivre uniquement avec un maigre revenu fixe, complètement noyés sous des dettes juridiques insurmontables et une faillite imminente. Le désespoir pur les a poussés à des mesures extrêmes. Ma mère a appelé sans relâche les lignes de mon bureau jusqu'à ce que l'équipe de sécurité de mon cabinet bloque définitivement son numéro. Puis les lettres manuscrites frénétiques ont commencé à arriver à mon appartement. Ils imploraient mon pardon. Ils plaidaient pour un prêt en espèces temporaires juste pour engager un avocat en faillite décent. Mon père a écrit de longs paragraphes pathétiques me rappelant les sacrifices qu'il aurait faits pour mon éducation. Il a commodément ignoré le fait absolu que j'avais payé mes propres études après qu'ils aient vidé mes économies pour Brendan. Ils exigeaient que je me souvienne de la loyauté familiale et que je me manifeste pour les sauver de la ruine totale. J'ai lu la toute première lettre, je suis allé à mon bureau et je l'ai passée directement dans la déchiqueteuse. J'ai jeté le reste de leur correspondance à la poubelle sans l'ouvrir. Je ne ressentais aucune obligation de sauver les architectes financiers de la torture de mon neveu. Qu'ils fassent enfin l'expérience de la réalité amère des conséquences qu'ils ont passé une vie à éviter. Pendant que mes parents biologiques se noyaient dans les conséquences de leur propre cupidité horrible, j'ai dirigé chaque once de mon énergie vers le seul membre de la famille qui comptait vraiment. La procédure judiciaire pour priver légalement Brendan et Naomi de leurs droits parentaux s'est déroulée à une vitesse sans précédent, renforcée par les preuves fédérales accablantes et la gravité indéniable des dossiers médicaux. Après avoir passé une vérification rigoureuse des antécédents et une évaluation psychologique complète, un juge du tribunal de la famille m'a accordé la garde légale permanente et complète de Léo. De plus, les administrateurs de la banque m'ont nommée unique administratrice exécutive de la fiducie médicale Harrington restante. J'ai vendu mon appartement exigu du centre-ville et j'ai acheté une belle maison ensoleillée dans un quartier calme et très bien noté. J'ai passé des semaines à préparer une cuisine spécialisée pour assurer une contamination croisée absolument nulle pour sa maladie cœliaque. Les premiers mois ont été incroyablement difficiles. Léo était profondément traumatisé, terrifié par les portes fermées et enclin à accumuler de la nourriture sous son oreiller. J'ai engagé un excellent thérapeute spécialisé en traumatisme, un vrai professionnel qui a travaillé patiemment pour l'aider à reconstruire son sentiment de sécurité brisé. 6 mois plus tard, la transformation était tout simplement miraculeuse. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine un dimanche matin ensoleillé, la lumière chaude du soleil entrant par les grandes baies vitrées. La riche odeur de pancakes sans gluten emplissait l'air. Tante Clara, a crié une voix forte et joyeuse depuis le couloir. Léo a couru dans la cuisine, ses joues roses et pleines de vie. Il avait pris 9 kilos sains depuis ce jour horrible dans le sous-sol. Ses yeux étaient brillants, son énergie absolument sans limite. Les ombres sombres qui hantaient son jeune visage avaient entièrement disparu, complètement remplacées par la lumière rayonnante d'un enfant qui savait enfin qu'il était véritablement aimé, en sécurité et entendu. Les pancakes sont prêts, mon grand, ai-je souri, faisant glisser une assiette chaude sur le comptoir en marbre.
Il a grimpé sur le tabouret, se régalant avec un soupir heureux et content. Je l'ai regardé manger, une chaleur profonde et inébranlable remplissant ma poitrine. Le monde avait constamment essayé de me dire que le sang et la loyauté étaient exactement la même chose. La société exige souvent que la famille soit un lien indestructible, même lorsque ce lien détruit activement votre santé mentale et votre sécurité. Mais j'ai appris la vérité absolue. La famille n'est pas définie par les gens qui se trouvent porter votre nom de famille ou par les gens qui exigent votre silence pour protéger leurs sombres secrets. La famille est définie par les gens qui briseraient un cadenas en acier pour vous sauver. Elle est définie par les gens qui refusent de vous laisser mourir de faim dans le noir. J'ai perdu mes parents et mon frère, mais j'ai gagné un fils brillant et magnifique. J'ai perdu une illusion toxique, mais j'ai trouvé ma réalité authentique. N'ayez jamais peur de couper les liens toxiques qui vous retiennent. Parfois, il faut brûler l'arbre généalogique malade jusqu'à la racine juste pour laisser la lumière du soleil atteindre les branches qui veulent vraiment grandir. Avez-vous déjà dû exposer une dynamique familiale toxique pour protéger quelqu'un que vous aimez? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous que votre paix vaut toujours la peine d'être protégée. L'histoire de Clara et de son neveu Léo sert de rappel poignant mais nécessaire d'une vérité que la société essaie souvent d'ignorer. Partager un ADN ne fait pas automatiquement de quelqu'un une famille. Nous sommes conditionnés dès la naissance à croire que les liens du sang sont plus forts que tout, que la loyauté familiale doit être absolue et que nous devons protéger nos proches à tout prix. Cependant, les trahisons les plus sombres viennent souvent de ceux qui exigent cette loyauté inconditionnelle tout en n'offrant que de la manipulation en retour. La leçon ultime ici est que la vraie famille se forge par les actions, la protection et l'amour inconditionnel, pas simplement par le hasard de la génétique. Dans ce récit, les parents biologiques ont instrumentalisé leur statut et leur richesse pour masquer une cruauté impensable. Ils se sont cachés derrière le vernis poli de la perfection des médias sociaux et de la respectabilité d'entreprises, utilisant leurs liens biologiques comme un bouclier contre la responsabilité. Les grands-parents, désespérés de maintenir leur style de vie luxueux et leur statut social impeccable, étaient prêts à sacrifier un garçon innocent de 8 ans. Cela expose le dangereux sophisme de la loyauté familiale aveugle lorsque l'obligation de protéger le nom de famille supplante le devoir fondamental de protéger un enfant vulnérable. Le concept de famille devient une prison toxique plutôt qu'un sanctuaire. Clara montre que se libérer de ce cycle toxique demande un courage immense. Il faut une force profonde pour regarder les gens qui vous ont élevé et les reconnaître non pas comme des soignants mais comme des complices d'abus. La société fait souvent honte à ceux qui s'éloignent de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, les qualifiant de vindicatifs, d'amers ou d'égoïstes. Pourtant, Clara prouve que couper ses racines malades est parfois le seul moyen de permettre à de nouvelles branches saines de pousser. Refuser de participer à un système familial de traumatisme générationnel est un acte d'amour profond, non seulement pour soi-même, mais pour les victimes innocentes prises dans la tourmente. Finalement, la résolution de l'histoire redéfinit magnifiquement ce que signifie être une famille. La famille ne consiste pas à maintenir une image publique impeccable ou à dissimuler de sombres secrets financiers pour survivre à la faillite. Il s'agit de savoir qui est prêt à défoncer un cadenas en acier pour vous sortir de l'obscurité. Il s'agit de fournir un environnement sûr et chaleureux où un enfant peut manger un simple repas sans crainte et guérir de ses blessures psychologiques les plus profondes. Clara a perdu ses parents biologiques et son frère, mais elle a créé une famille authentique et véritable avec son neveu, construite sur une fondation inébranlable de sécurité et de vérité. Le courage de démanteler un système familial corrompu est un feu douloureux mais profondément purificateur. Nous devons cesser de manière permanente de romantiser l'idée que nous devons à nos agresseurs notre silence simplement parce que nous partageons un nom de famille. Nous avons le droit absolu de façonner nos propres réalités et de construire une famille choisie qui nourrit continuellement notre bien-être physique et émotionnel. En abandonnant complètement l'illusion toxique de l'obligation biologique, nous ouvrons la porte à une paix véritable, une justice inébranlable et une connexion authentique. Si vous avez déjà trouvé la force de vous éloigner de parents toxiques pour protéger votre paix, veuillez partager votre histoire de guérison dans les commentaires ci-dessous.